Bienvenue dans le chapitre 14 du Grand Traité. Aujourd'hui, nous abordons la fermeture Carmen-Dennis, une étape cruciale pour la physique dynamique du vide contraignant. Ce chapitre réunit deux canaux fondamentaux, la propagation Carmen et la mémoire Dennis au sein d'une structure mathématique commune. Le canal Dennis décrit une mémoire lente, une accumulation dynamique du bulk représentée par la variable DET. Le canal Carmen décrit l'action de propagation sur un trajet intégrant l'état du bulk et la viscosité effective. La fermeture Carmen-Dennis transforme ces deux intuitions en un cadre utilisable pour nos observables physiques. La variable centrale, xi-CD, représente l'interaction entre propagation, mémoire et compensation. Sans cette fermeture, Carmen et Dennis restent trop descriptifs. Il faut comprendre comment l'histoire d'une contrainte influence l'état présent du signal. Nous détaillerons les applications dans la suite de cette série. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette deuxième partie, nous rappelons les définitions fondamentales des canaux Dennis et Carmen avant d'approfondir leur fermeture. Le canal Dennis définit l'accumulation de contraintes. Il est régi par une intégrale de mémoire avec un noyau exponentiel. L'équation différentielle associée montre comment la variable DET évolue en réponse à une source normalisée, notée QD. Cette source peut inclure l'état fondamental, le CHU, la viscosité effective ou l'invariant structurel du bulk. Le canal Carmen, quant à lui, est défini sur un trajet gamma. Il représente l'action effective du bulk sur la propagation du signal. Il contribue au retard, au déphasage, à la dispersion et même à une correction de la fréquence reconstruite. Enfin, Carmen impose une limite de reconstructibilité, dépendant explicitement du trajet parcouru. Ces rappels posent les bases de l'interaction globale. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette troisième partie, nous définissons formellement la fermeture Carmen-Dennis et explorons le sens physique de son terme croisé. La fermeture est définie par cette structure minimale reliant le canal Carmen, le canal Dennis et leur interaction directe. Chaque contribution possède un rôle distinct, le trajet, l'histoire de la contrainte et le couplage entre les deux. Le terme croisé, C gamma 2, est fondamental. Il signifie que l'effet de propagation dépend de l'histoire de la contrainte subie par le milieu. Par exemple, un signal traversant une région déjà contrainte par le bulk peut accumuler un déphasage bien plus important. Inversement, un système possédant une mémoire forte réagira différemment à un même trajet de propagation. Cette structure donne une forme mathématique précise à l'idée d'interaction Carmen-Dennis, indispensable pour nos observables. Nous verrons ensuite comment l'appliquer à une observable. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette quatrième partie, nous voyons comment appliquer la fermeture Carmen-Dennis à une observable physique et pourquoi la forme multiplicative est parfois nécessaire. Pour tout observable O, la valeur observée est la somme de la valeur standard et de la contribution TVS issue de la fermeture. La contribution Carmen-Dennis devient ainsi un terme correctif parmi d'autres, permettant d'ajuster les modèles théoriques à la réalité. Cependant, pour certains processus, une correction additive n'est pas idéale. On privilégie alors une forme multiplicative. La forme exponentielle est particulièrement utile pour les fréquences ou les phases, transformant les corrections multiplicatives en addition logarithmique. Cela nous mène au concept de fréquence compensée, la fréquence reconstruite après avoir retiré le terme Carmen-Dennis. Si la fermeture est correcte, la compensation doit réduire tout résidu observé par rapport au modèle standard. Nous aborderons ensuite les critères de falsifiabilité. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette cinquième partie, nous explorons les critères de falsifiabilité de notre modèle, ainsi que les concepts de phase et de retard compensé. La fréquence compensée devient testable si elle améliore la prédiction sur un jeu de données indépendant, sans ajustement arbitraire après coup. Pour la phase, nous définissons une phase compensée. Si le modèle est correct, cette valeur doit approcher la valeur standard théorique. Cette approche est particulièrement utile en interférométrie, pour les signaux optiques, radio ou même pour le GNSS. De même, pour un temps de propagation, nous introduisons le retard compensé, essentiel pour capturer la correction de propagation mémoire. Cette forme est cruciale pour la synchronisation de systèmes complexes et la comparaison de trajets de signaux radio. La fermeture Carmen-Dennis permet ainsi de transformer des intuitions vagues en mesures de précision rigoureuse. Nous aborderons ensuite la reconstructibilité compensée. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette sixième partie, nous traitons de la reconstructibilité compensée, de l'horizon Carmen-Dennis, et nous définissons enfin le rôle du mu. La reconstructibilité diminue à mesure que la variable de fermeture XICD augmente,
reliant la perte de signal à une grandeur calculable. Un horizon apparaît lorsque la reconstructibilité devient trop faible. Il résulte d'une propagation longue ou d'une mémoire trop accumulée. Le mu, noté MH, est conservé comme notre signature dynamique reconstructible. Il n'est pas une variable magique, mais une fonction de grandeur définie. Le mu résume l'identité d'un trajet et l'empreinte de la propagation. Il se place au sommet d'une hiérarchie stricte de variables fondamentales. Attention, le mu n'explique pas tout seul. Cette hiérarchie doit être conservée pour éviter toute dérive spéculative dans nos modèles. Cette rigueur garantit la solidité de la fermeture Carmen-Dennis face aux mesures expérimentales les plus complexes. Nous verrons ensuite le lien avec l'effet Casilda-Pacheco. C'est un petit pas pour Dennis mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 7e partie, nous explorons comment le mu influence la compensation de fréquence et l'effet Casilda-Pacheco. La correction de fréquence peut dépendre directement du mu. La fréquence compensée est alors reconstruite en retirant ce terme spécifique. Si le mu est faible, la reconstruction est stable. Mais s'il augmente, l'horizon effectif se rapproche et les signaux deviennent mal reconstruits. L'effet Casilda-Pacheco doit être formulé à partir de cette fermeture. Ce n'est pas une simple transformation de couleur, mais une correction résiduelle. Dans une approximation linéaire, cette correction dépend de la propagation, de la mémoire et de notre signature dynamique, le mu. Il faut éviter de croire que l'effet CP change intrinsèquement la couleur. C'est une correction de reconstruction fréquentielle liée à la fermeture. Cette approche prudente préserve la validité de nos mesures face aux phénomènes cosmologiques et physiques les plus extrêmes. Nous aborderons ensuite le redshift et le GNSS. C'est un petit pas pour Dennis mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 8e partie, nous appliquons la fermeture Carmen-Dennis à des domaines concrets. Le redshift, le GNSS et l'interférométrie. Pour le redshift, la contribution Carmen-Dennis s'ajoute au décalage standard. Elle propose un résidu potentiel lié à l'état du bulk. Cette formulation est prudente. Les effets standards doivent toujours être retirés avant d'interpréter tout résidu lié à la fermeture. Pour le GNSS, l'observable temporel inclut désormais le trajet, la mémoire orbitale et l'état local du récepteur via le terme de fermeture. Un test rigoureux consiste à vérifier si le résidu temporel est corrélé à notre variable xi-cd sur des données indépendantes. En interférométrie, la comparaison de deux trajets devient plus riche. Dennis peut contribuer si les bras ont des histoires ou des contraintes distinctes. Ce cadre dépasse la simple correction de trajet pour intégrer la dynamique globale du système de mesure. Nous aborderons ensuite les plasmas et la conservation. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 9e partie, nous étudions l'application de la fermeture Carmen-Dennis au plasma et les principes fondamentaux de conservation. Dans un plasma, la fermeture représente la combinaison de la propagation interne, de la mémoire dynamique et du seuil de réaction. Elle permet de définir un gain adaptatif, pilotant la dynamique de verrouillage du système face aux fluctuations du bulk. La notion de compensation ne doit pas être une simple formule, elle doit être reliée à un bilan réel, retard, dissipation ou stockage temporaire. La compensation doit être mathématiquement liée à un transfert, une reconstruction ou une régularisation de l'énergie du champ état. Cette rigueur permet d'utiliser la fermeture comme une véritable variable de contrôle pour la stabilité du système. L'équilibre ainsi trouvé garantit la pérennité de l'échange avec le vide contraignant. Nous terminerons avec les variables normalisées et la régularisation. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 10e partie, nous étudions la structure formelle de la fermeture, sa normalisation, sa régularisation et les différents régimes de fonctionnement. Pour garantir la cohérence dimensionnelle, nous travaillons avec des variables normalisées. Cela permet d'exprimer les corrections sans incohérence d'unité. Si les valeurs deviennent trop grandes, une fermeture régularisée par une fonction tangente hyperbolique évite les divergences non physiques. Près d'un seuil critique, la saturation du bulk entraîne une chute brutale de la reconstructibilité, tendant vers zéro. Nous classons ces états en différents régimes, allant de la simple correction linéaire jusqu'à la perte totale de reconstructibilité. Dans le régime non opératoire, la variable de fermeture n'est plus fiable et la physique du système doit être repensée. Cette structure formelle est le garde-fou nécessaire à toute application pratique de la théorie. Nous terminerons le chapitre avec la méthode de test et les derniers garde-fous. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 11e partie, nous détaillons la méthode de test rigoureuse pour valider la fermeture Carmen-Dennis à travers divers exemples. Un test correct suit 9 étapes précises.
du calcul du modèle standard jusqu'au bornage des paramètres en cas de non-détection. Le premier exemple consiste à comparer deux trajets de propagation pour vérifier si le résidu est proportionnel à la différence de fermeture. On peut aussi comparer deux horloges ayant des histoires de contraintes différentes, révélant l'impact du canal Dennis sur la fréquence. L'interféromètre asymétrique permet de tester le terme croisé en comparant deux bras soumis à des contraintes de propagation distinctes. Dans le domaine du GNSS, nous cherchons des résidus temporels corrélés à la variable de fermeture pour affiner la navigation. Enfin, dans un plasma contrôlé, la stabilité est améliorée si la fermeture capture fidèlement la mémoire propagation du système. Nous conclurons ce chapitre avec les derniers garde-fous scientifiques. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 12e et dernière partie, nous concluons le chapitre 14 par une synthèse formelle et l'énoncé des garde-fous scientifiques. 10 garde-fous essentiels protègent la théorie. La fermeture ne doit jamais être un paramètre libre et tout effet standard doit être retiré au préalable. La synthèse formelle réunit les canaux de mémoire et de propagation dans une structure unique capable de prédire des observables physiques. En formalisant la fermeture Karman-Dennis, nous rendons la TVS-PVSP testable et falsifiable, ouvrant la voie à l'étude approfondie de l'effet Casilda-Pacheco. Ce chapitre marque une étape fondamentale dans la compréhension de la dynamique du vide et de sa compensation. Le voyage à travers le grand traité continue, explorant les frontières de la physique moderne. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Ceci conclut notre étude du chapitre 14. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue dans le chapitre 15 du grand traité, dédié à l'effet Casilda-Pacheco ou CP. Les chapitres précédents ont établi les bases, Karman pour la propagation et Dennis pour la mémoire. Ici, nous formalisons CP non comme une remise en cause du redshift standard, mais comme une correction résiduelle de reconstruction fréquentielle. Il ne nie pas le décalage vers le rouge, il s'y ajoute. CP est une correction hypothétique et testable qui dépend de la propagation Karman, de la mémoire Dennis et de la signature dynamique MU. Ce n'est pas un effet libre, mais une structure de reconstruction. Cette approche garantit une formulation scientifiquement recevable. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Une formulation trop directe de l'effet CP serait de dire que la lumière rouge devient bleue avec la distance. Cette phrase est problématique car elle contredit le langage standard des fréquences. Nous définissons donc CP par une correction relative de fréquence. Cette équation signifie que CP dépend d'une structure de propagation et de mémoire. Ce n'est pas un effet libre. Dans sa forme la plus cohérente, CP devient une application fréquentielle de la fermeture Karman-Dennis. C'est une correction résiduelle, après retrait des contributions standards. Cette rigueur est le gage de notre succès. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans le régime faible, nous pouvons linéariser la fonction de correction. Cette forme minimale permet une prédiction simple. CP est proportionnel à une combinaison de propagation, de mémoire et de signature dynamique. Pour isoler CP, il faut d'abord retirer toutes les contributions standards. Cela inclut l'effet Doppler, l'expansion cosmologique, le redshift gravitationnel et même les corrections instrumentales. CP n'intervient que dans le résidu, après soustraction du modèle standard. Si les données ne montrent aucune corrélation, le modèle CP doit être contraint ou rejeté. La rigueur méthodologique est notre seul guide. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Le redshift est défini par le rapport des fréquences. Une correction CP s'écrit comme un facteur multiplicatif. 1 plus Z OBS égale 1 plus Z STD, facteur de 1 plus Z CP. Attention à la manipulation des signes. Si delta CP est positif, la fréquence observée est plus élevée que prévu par le standard. Cette formulation fréquentielle est la plus claire et évite les ambiguïtés liées aux couleurs. Puisque la fréquence et la longueur d'onde sont liées, une correction positive de fréquence entraîne une correction inverse de longueur d'onde. La TVS-PVSP reste précise sur ses grandeurs physiques. La précision est notre boussole. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. L'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. Une correction CP implique donc une correction d'énergie. Il ne s'agit pas d'un changement arbitraire, mais d'un bilan précis à interpréter avec prudence. CP dépend du canal Karman. Cela signifie que la correction peut varier selon le trajet du signal. Un test naturel consiste à comparer deux trajets distincts pour observer l'écart résiduel.
The peut être interprété comme un échange effectif avec le champ état ou un effet de propagation. La TVS-PVSP exige une définition rigoureuse du statut de cet échange énergétique. Chaque trajet nous rapproche de la vérité. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Denis fournit la mémoire. Cela signifie qu'une correction de fréquence peut dépendre de l'histoire d'exposition du signal, de sa source ou de son trajet passé. Le signal porte la marque de son histoire. Pour éviter de multiplier arbitrairement les effets, CP devient une application fréquentielle de la fermeture Carmen-Denis. C'est la formulation la plus cohérente de la TVS-PVSP. Le rôle de mu est de résumer cette structure dynamique. CP en dépend directement, calculée à partir de grandeurs définies et non comme une variable libre. La rigueur est maintenue. Chaque marque du passé éclaire le présent. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Pour vérifier notre modèle, nous utilisons la fréquence compensée complète. CP doit améliorer la reconstruction sur des données indépendantes, et non simplement ajuster un résidu après coup. C'est un critère expérimental strict. Le signe de CP est essentiel. Une théorie testable doit prédire si la correction est positive ou négative selon les conditions. Sans cette prédiction, le modèle risquerait de devenir non falsifiable. La dépendance à la distance est déjà contenue dans l'effet de trajet du canal Carmen. Nous évitons d'ajouter des termes de distance arbitraires pour maintenir la cohérence de la TVS-PVSP. La rigueur est la condition de la preuve. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Une correction CP peut dépendre de la fréquence, produisant une dispersion observable. Cette dépendance doit être rigoureusement distinguée des dispersions standards, comme celle du plasma ou de l'atmosphère. Il faut distinguer deux domaines, le CP local, concernant des expériences contrôlées comme l'interférométrie, et le CP cosmologique, bien plus complexe en raison des nombreux effets standards à retirer. Dans le cadre du GNSS, le CP apparaîtrait comme un résidu temporel ou fréquentiel après retrait des corrections relativistes et cinématiques habituelles. C'est un terrain de test privilégié. Chaque application nous ancre dans le réel. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. En interférométrie, le CP peut être testé par la comparaison de deux trajets distincts. Ce protocole est puissant car il réduit les effets communs, permettant d'isoler la correction résiduelle avec une grande précision. Pour les signaux astrophysiques, la prudence est de mise. Les données incluent de nombreux effets, expansion, potentiel gravitationnel ou poussière. Le CP ne peut être discuté qu'après un modèle standard détaillé. Toute hypothèse CP doit respecter les observations des supernovae. Décalage spectral, luminosité et étirement temporel. Le CP s'ajoute comme un résidu sans remplacer l'expansion cosmologique. La rigueur est notre garde-fou face à l'immensité. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Le CP dépend de la propagation passée et de la reconstruction du signal. Il ne doit pas dépendre du futur. En utilisant un noyau causal KD, nous garantissons que le CP reste physiquement cohérent et causal. Une correction de fréquence implique une correction d'énergie. La conservation doit être discutée. La TVS-PVSP propose trois interprétations, allant de la simple correction de reconstruction à l'échange effectif avec le champ. L'option la plus prudente est de considérer le CP comme une correction de reconstruction. Cette approche préserve les principes fondamentaux tout en permettant le test expérimental du modèle. La cause précède l'effet, toujours. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. CP doit être rigoureusement distingué des erreurs instrumentales, du bruit et des effets environnementaux. Une interprétation CP n'est admissible que si le résidu suit précisément la forme mathématique prévue. La non-détection est scientifiquement capitale. Si aucun résidu n'est observé, nous pouvons alors borner l'amplitude du CP. Une bonne théorie doit accepter de définir ses propres limites d'exclusion. La TVS-PVSP gagne en crédibilité en indiquant clairement comment l'effet pourrait être exclu ou borné par l'expérience. La rigueur impose de prévoir l'échec pour valider le succès. L'honnêteté est le socle de la science. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous classons le CP en plusieurs régimes, du régime nul, où aucun effet n'est observable, au régime faible, situé juste sous nos incertitudes actuelles. Au-delà, le régime devient mesurable, voire non linéaire.
Près d'une saturation, la reconstruction fréquentielle peut même devenir non opératoire. Les tests prioritaires comparent deux signaux avec des fermetures Karman-Dennis ou des trajets distincts. C'est là que la prédiction rencontre l'expérience. Nous testons aussi les différences d'histoire de mémoire Dennis et les résidus sur les signaux satellites. Chaque donnée est une pièce du puzzle, la preuve par l'image et le calcul. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Pour être scientifique, le CP doit être falsifiable. Cela impose des conditions strictes, un calcul indépendant du standard, une fonction h définie à l'avance et une amplitude bornée. Sans cela, le CP resterait une simple intuition. 10 garde-fous protègent la théorie. Le CP ne remplace pas le redshift, il ne change pas arbitrairement la couleur en bleu et il doit impérativement rester causal. La rigueur est notre sentinelle. Seule la corrélation avec les données peut confirmer ou exclure l'effet. L'honnêteté intellectuelle consiste à accepter qu'une non-détection puisse borner notre modèle. La science avance par la preuve. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Faisons la synthèse formelle. L'effet CP est une correction résiduelle dépendant de Karman, Dennis et du mu. Il s'exprime par une forme linéaire minimale dans le régime faible, reliant fréquence, énergie et trajet. Le critère de vérité reste la fréquence compensée complète. Si le modèle est correct, cette reconstruction doit approcher la valeur standard, prouvant que le CP améliore notre lecture physique du réel. Ce chapitre a ancré le CP dans un cadre académique et testable. Le chapitre suivant développera les applications gravitationnelles et métrologiques, notamment les horloges et le GNSS. La précision est notre boussole. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 16. Applications métrologiques. Horloge, invariant IE et GNSS. Nous appliquons la TVS aux tests réels pour confronter le modèle aux mesures sans remplacer les théories établies. La règle est simple. L'observable mesuré est la somme de la prédiction standard et d'un résidu propre à la TVS. Notre stratégie consiste à définir une variable TVS, écrire une correction, puis chercher si les données présentent le résidu prédit. Rappelons la gravité effective. G sur la KGF est égal au moins gradient du champ état multiplié par la constante kappa. Le potentiel effectif associé, psi état, doit retrouver le potentiel newtonien dans la limite des champs faibles. Le décalage de fréquence standard devient proportionnel à la variation de psi état sur la vitesse de la lumière au carré. Une base nécessaire pour l'invariant IE. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 16e chapitre, suite. L'invariant structurel IE et sa mesure du second ordre du champ. L'invariant IE est défini par la structure de second ordre du potentiel. Il mesure la courbure locale ou la structure tidal-like du champ. IE est fondamental car il permet une distinction majeure. Il est possible d'avoir une gravité effective quasi nulle, alors que l'invariant IE reste non nul. Cela signifie qu'il n'y a pas d'accélération locale nette, mais que le champ possède encore une structure gravitationnelle détectable. Cette distinction rend la TVSP-VSP testable. Dans une région sans accélération locale, un invariant comme IE peut encore contribuer à un résidu. Ce résidu de fréquence prédit par le modèle permet de chercher des effets là où l'accélération standard est compensée. C'est un point de rupture avec les théories classiques qui ne dépendent que de l'accélération locale. Une nouvelle fenêtre sur le bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 6e chapitre, suite. La géométrie compensée ou l'art de distinguer l'accélération de la structure. Une géométrie compensée est une configuration de masse où les accélérations se compensent exactement en un point central. Au point central, le gradient du champ est à sa nulle. La gravité effective y est donc quasi nulle. Mais attention, si l'accélération s'efface, les dérivées secondes, elles, peuvent rester non nulles. IE n'est pas nul. Imaginons une distribution symétrique de masse. Au centre, les contributions vectorielles à l'accélération s'annulent systématiquement. Pourtant, le champ tidal ou la structure de second ordre reste présent. C'est là que la TVS propose de chercher son résidu. Ce test permet de séparer l'effet de l'accélération locale de celui de la structure profonde du champ. Le verdict de la balance approche. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 6e chapitre, suite. Les horloges comme sonde du champ état et de la structure du vide. Pour une horloge, la fréquence mesurée dépend du champ état, du CHU, de la viscosité effective et de l'invariant IE. Dans la limite standard, nous retrouvons la correction gravitationnelle classique liée au potentiel.
Mais la TVS distingue des résidus propres, liés à la résistance d'état, à la dynamique ou à la structure locale. Si deux horloges identiques sont au même potentiel mais dans des structures IE différentes, un résidu apparaît. Des horloges de types différents peuvent aussi présenter des sensibilités distinctes aux variables du bulk. La métrologie moderne devient le juge de la théorie. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 16e chapitre. Suite. La mémoire. Dennis. Quand l'histoire de la trajectoire influence le tic-tac des horloges. Deux horloges identiques peuvent se retrouver à la même position finale, mais avec des histoires de contraintes très différentes. L'effet Dennis s'exprime par une accumulation lente des contraintes du bulk le long du trajet, intégrées via un noyau de mémoire. Un protocole de test rigoureux doit donc contrôler le transport, les vibrations et même la température pour isoler ce résidu. Si l'horloge échange un signal, la propagation Kármán intervient. C'est la fermeture Kármán-Dennis. Le modèle propose une fréquence compensée. Le test consiste à vérifier si elle se rapproche mieux de la prédiction standard. Nous apprenons à lire l'empreinte indélébile du vide sur le temps. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 16e chapitre, suite. La métrologie de phase et de retard, la quête de la précision ultime. Une phase mesurée peut s'avérer bien plus sensible qu'une simple fréquence moyenne pour détecter les variations du vide. Le résidu de phase TVS intègre l'invariant structurel, la fermeture Kármán-Dennis et la viscosité effective. Les interféromètres deviennent alors des outils cruciaux, à condition de maîtriser parfaitement les effets standards. Le temps de propagation, ou retard, est lui aussi porteur d'une composante TVS, liée à la structure du milieu traversé. Si le modèle est correct, le retard compensé doit correspondre plus précisément à la prédiction standard attendue. Chaque nanoseconde de retard raconte une histoire sur la résistance du vide. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 16e chapitre, suite. Le GNSS, un système métrologique complexe au service de la physique du vide. Il combine horloge atomique, orbite et relativité. La TVS y cherche un résidu spécifique au-delà des prédictions standards. Pour une horloge satellite, le modèle définit des résidus liés à l'invariant IE, à la mémoire orbitale et à la viscosité du bulk. Le signal suit un trajet où la correction Kármán intervient, révélant un retard potentiel propre à la structure du vide traversé. Les résidus ne sont pas de vagues anomalies. Ils doivent montrer des corrélations précises avec l'altitude ou l'histoire orbitale. Un protocole minimal permet d'extraire ces variables TVS et de borner rigoureusement les coefficients du modèle. Le ciel devient notre laboratoire ultime. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 6e chapitre, suite. Passons maintenant au protocole de laboratoire destiné à traquer les signatures du vide contraignant. Première proposition, la géométrie compensée en laboratoire. On place des masses symétriquement pour annuler l'accélération mais préserver l'invariant IE. Deuxième test, l'expérience des horloges transportées. Deux horloges identiques suivent des trajectoires différentes avant d'être réunies pour comparaison. Si la TVS est exacte, une mémoire Dennis doit apparaître, révélant le résidu accumulé par l'histoire thermique, vibratoire et dynamique du trajet. Troisième approche, l'expérience de deux trajets de signal. On mesure le résidu Kármán lié à la dépendance du signal envers le milieu traversé. Enfin, l'interférométrie orientée teste l'anisotropie du bulk. Une rotation de l'appareil pourrait révéler une variation de phase directionnelle. Le défi est immense. Les bruits thermiques, mécaniques et optiques doivent être maîtrisés avec une rigueur absolue pour isoler ces effets ténus. La science avance 1 mm à la fois vers la vérité du bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 6e chapitre. Suite. Voyons comment la physique du vide contraignant se positionne face aux piliers de la science moderne. La TVSP-VSP ne remplace pas la relativité générale. Elle s'y adosse en retrouvant la limite newtonienne et les décalages de fréquences classiques. La relation reste prudente. L'observable est la somme de la prédiction relativiste et d'un résidu spécifique proposé par notre modèle. La métrologie moderne impose des contraintes strictes. Le modèle accepte les bornes expérimentales comme des guides, non comme des obstacles. Les tests sont hiérarchisés. D'abord la compatibilité standard, puis la recherche de l'invariant IE ou de la mémoire Dennis dans des expériences différentielles. Viennent ensuite les tests de propagation, les résidus GNSS et, à terme, les validations à l'échelle astrophysique et cosmologique. Une approche rigoureuse pour une théorie falsifiable. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 16e chapitre.
Suite. La rigueur statistique et les conditions de falsifiabilité sont les piliers de la méthode scientifique. Chaque test est formulé comme une régression. Le résidu observé est la somme pondérée des variables du bulk, plus un terme d'erreur aléatoire. Pour être valide, l'observable doit être défini, le modèle standard précisément calculé et la variable TVS déterminée de manière indépendante. L'amplitude doit être bornée et les erreurs instrumentales modélisées. Sans ces conditions, l'application du modèle reste purement qualitative. Les garde-fous sont clairs, les effets validés de la relativité doivent être conservés et l'invariant IE doit être strictement distingué de l'accélération. Enfin, les résultats doivent être systématiquement validés sur des données indépendantes. Une non-détection permet de borner les paramètres du modèle. La contrainte est la force de la théorie. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. 16e chapitre, conclusion. Synthèse des lois formelles qui lient la métrologie à la physique dynamique du vide contraignant. Rappelons que la gravité effective est le gradient du champ état, tandis que le potentiel Pessi état retrouve parfaitement la limite newtonienne. Le décalage de fréquence standard est ainsi réinterprété comme une réponse directe aux variations locales du potentiel du bulk. L'invariant structurel IE mesure l'architecture de second ordre du champ, révélant la courbure là où l'accélération semble nulle. C'est la proposition la plus importante de ce chapitre. Distinguer l'accélération locale de la structure du bulk pour isoler les résidus de la TVS. La règle reste immuable. Chaque mesure métrologique est une fenêtre ouverte sur un résidu potentiel propre au vide contraignant. Le prochain chapitre explorera les plasmas, la fusion et la commande K. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce 17e chapitre du Grand Traité. Aujourd'hui, nous appliquons la physique dynamique du vide contraignant au plasma et à la fusion. La TVS-PVSP ne remplace pas la physique standard, mais propose une couche conceptuelle supplémentaire pour stabiliser les processus par synchronisation phase-fréquence. Pourquoi les plasmas? Parce que ce sont des systèmes collectifs dynamiques, sensibles aux gradients du bulk et aux phénomènes de synchronisation complexes. Au-delà de la magnéto-hydrodynamique classique, nous intégrons la résistance d'état et la viscosité effective pour une description plus fidèle de la réalité physique. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette deuxième partie, nous explorons les variables de contrainte et les seuils critiques du plasma sous l'angle de la TVS-PVSP. Nous introduisons la contrainte plasma effective, θ plasma. C'est une variable de synthèse qui décrit la contrainte dynamique exercée sur le système. Le paramètre de seuil chi plasma nous permet de prédire le moment où le plasma approche d'une transition collective ou d'un changement de régime brutal. Près du seuil bêta, le plasma peut entrer dans l'état hybride, dit état 1,5, développant une dynamique interne cohérente et autonome. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans ce troisième segment, nous abordons la commande K, notre stratégie de contrôle par synchronisation phase-fréquence. Certaines instabilités du plasma peuvent être interprétées comme des désynchronisations entre sa dynamique interne et les systèmes de commande externes. L'équation d'Adler définit le verrouillage. La commande K, enrichie par la TVS, rend ce gain adaptatif en fonction de la contrainte locale du vide. En optimisant la marge de verrouillage, nous maintenons la stabilité du plasma même dans des régimes normalement instables, améliorant ainsi le contrôle global. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette quatrième partie, nous explorons la mémoire Dennis et la propagation Karman appliquée à la complexité des plasmas. Le plasma possède une mémoire de ses états précédents. La variable Dennis permet de modéliser l'hystérésis et la persistance des modes dynamiques. La propagation Karman représente l'action des ondes et des fronts de phase. Elle décrit comment l'information se structure à travers les trajectoires de propagation. En intégrant ces effets, nous améliorons la modélisation de la stabilité. Une commande K réussie doit réduire les fluctuations en tenant compte de ce passé dynamique. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette cinquième partie, nous définissons les critères de succès et les conditions de falsifiabilité de notre modèle de contrôle plasma. Une commande K réussie doit réduire l'amplitude des instabilités et les sauts de phase, tout en améliorant la durée de confinement du plasma. La rigueur exige que l'amélioration soit statistiquement significative. Le contrôle standard sert de référence absolue pour valider l'apport de la couche TVS. L'application est falsifiable. Si les mesures n'indiquent aucune amélioration, le modèle doit être rejeté. C'est le verdict de l'expérience qui prime. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette sixième partie, nous détaillons l'architecture des réacteurs hybrides et les composants essentiels de la boucle de commande.
Pour rendre la commande K testable, nous devons mesurer précisément la densité du plasma, sa température et les fluctuations du champ magnétique. La boucle minimale consiste à mesurer l'état du plasma, estimer θ plasma et ajuster le gain adaptatif via les actionneurs comme les bobines RF. Le contrôle doit rester stable. Une adaptation trop agressive pourrait créer de nouvelles instabilités au lieu de les réduire. La prudence reste de mise. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 7e partie, nous analysons les limites temporelles du contrôle et le bilan énergétique du système. Tout système de contrôle possède une latence. Si la commande K réagit trop lentement, elle manque le seuil. Trop fortement, elle excite le plasma. Nous visons un gain net. L'amélioration du confinement doit compenser le coût de la commande. La récupération inductive permet de transformer les variations de flux en énergie utile. L'architecture avec bus DC et couplage inductif reste une piste d'ingénierie spéculative, conditionnée par la stabilité réelle du couplage et le bilan thermique total. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 8e partie, nous explorons le potentiel générateur du plasma et les limites sémantiques de la fusion autosuffisante. Un plasma structuré et cohérent peut induire des variations de flux magnétiques. Il agit alors comme un rotor virtuel dans un circuit de récupération énergétique. L'expression « fusion autosuffisante » doit être utilisée avec réserve. L'objectif est une amélioration durable de la stabilité avant d'affirmer tout gain énergétique net. Pour les plasmas, les variables clés restent la résistance d'état, la réponse dynamique et la mémoire Denis. Elles permettent de reconstruire la contrainte réelle. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette ultime partie du chapitre 17, nous formalisons le protocole expérimental rigoureux et dressons la synthèse complète de nos travaux sur la dynamique des plasmas. Le protocole expérimental minimal exige d'établir un régime reproductible, de mesurer les modes dominants et de comparer systématiquement la commande standard à la commande K enrichie. Chaque étape, de l'estimation de θ plasma à l'ajustement des coefficients, est cruciale pour valider notre approche. La synthèse formelle du chapitre regroupe nos variables fondamentales, contraintes synthétiques, mémoire Denis et propagation Kármán. Ces outils mathématiques permettent d'anticiper les seuils critiques et de stabiliser les régimes de fusion normalement instables par une boucle de rétroaction intelligente. Nous concluons avec les 10 garde-fous scientifiques indispensables. Rappelons qu'une amélioration de commande ne prouve pas le bulk fondamental, mais démontre l'efficacité d'une modélisation par la contrainte. Le manuscrit maintient une prudence constructive face aux promesses de l'autosuffisance. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 18. Propagation lumineuse, signaux longue distance et horizon observationnel. Physique dynamique du vide contraignant. Dans la TVS-PVSP, la lumière est un signal se propageant dans un bulk structuré. Elle propose des corrections liées à la propagation, à la mémoire et à la reconstructibilité. La lumière comporte une fréquence, une phase, une amplitude, une trajectoire effective et une histoire de propagation instrumentale. La chaîne complète suit source, émission, propagation, réception et reconstruction. Chaque étape possède ses contributions standards et corrections TVS. La propagation standard inclut la vitesse c et la relativité. La TVS-PVSP y ajoute un terme de correction spécifique. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 18, partie 2. Canal Kármán, retard lumineux et phase dans la TVS-PVSP. Approfondissement des corrections de trajectoire. Le canal Kármán appliqué à la lumière représente l'action effective du bulk le long du trajet. Il peut contribuer à un retard de propagation, un déphasage, une dispersion ou une perte de cohérence, impactant la reconstructibilité du signal. Le retard observé est la somme du temps standard et d'une correction Kármán, notée ΔT TVS. Si cette correction est pertinente, le retard compensé doit mieux correspondre aux prévisions standards que le retard brut. La phase est une observable extrêmement sensible. Pour deux trajets différents, la différence de phase TVS est directement applicable à l'interférométrie, mais elle exige un contrôle très strict des bruits mécaniques et thermiques. La fréquence observée peut aussi subir une correction résiduelle notée CP. Cette correction ne doit pas être présentée comme une inversion directe du redshift, mais comme une correction de fréquence reconstruite. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 18, partie 3. Redshift standard, résidu TVS, dispersion et perte de cohérence sur longue distance. Le redshift observé inclut un terme de correction TVS.
Cette écriture ne remplace pas le redshift standard, mais y ajoute un résidu potentiel lié à Carmen, Dennis ou CP. Il faut maintenir la cohérence entre fréquence, longueur d'onde et énergie. Toute correction de fréquence doit être associée à une correction énergétique observée ou de reconstruction. Une correction TVS peut dépendre de la fréquence, produisant une dispersion non standard. Cette dépendance doit être comparée aux effets standards comme le plasma ou le milieu interstellaire. Sur une longue distance, les composantes d'un signal accumulent des phases différentes, entraînant une perte de cohérence. Cela contribue à la difficulté de reconstruction du signal original. La reconstructibilité observationnelle définit la capacité de l'observateur à extraire l'information stable du signal. Elle diminue lorsque les variables du bulk deviennent grandes. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 18, partie 4. Horizon observationnel, saturation du bulk et signaux cosmologiques dans la TVS-PVSP. Analyse des limites de reconstruction. Un horizon observationnel effectif peut être défini par une perte de reconstructibilité. La TVS-PVSP interprète alors l'horizon comme une limite opérationnelle de reconstruction du signal compatible avec une approche effective. L'horizon Carmen-Dennis relie la propagation, la mémoire et la distance à la structure du bulk. Cette notion permet de traiter les horizons comme des phénomènes de reconstruction limités sans modifier la causalité standard. Près d'un régime de saturation, la propagation et la reconstruction deviennent mal conditionnées. Le signal peut alors subir un retard extrême, une perte de cohérence ou un horizon effectif. Pour les trous noirs, l'horizon est interprété comme une limite de disponibilité et de reconstructibilité du bulk. Cela reformule le phénomène dans le langage du fluide sans remplacer la description métrique standard. Les signaux cosmologiques traversent d'immenses distances. Une analyse prudente doit inclure l'expansion, le redshift gravitationnel et les effets de milieu avant d'attribuer d'éventuelles anomalies à Carmen ou Dennis. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 18, partie 5. Correction. CP cosmologique, signaux radio, polarisation et observation multimessager dans la TVS-PVSP. La correction CP cosmologique doit être compatible avec les observations de supernovae, incluant le redshift spectral, la luminosité et l'étirement temporel observé. Le modèle préserve la cohérence entre fréquence et durée. Les signaux radio sont sensibles au plasma. Un test TVS exige que le retard observé ait une dépendance fréquentielle différente des lois de dispersion plasma standard déjà connues. La polarisation et l'amplitude peuvent aussi subir des corrections TVS résiduelles. Ces effets doivent être clairement distingués des rotations standards liées aux poussières ou aux champs magnétiques. Si le bulk possède des fluctuations, elles introduisent un bruit de propagation. Ces signatures statistiques de phase et de temps peuvent être plus réalistes à chercher que des décalages moyens. L'astronomie multimessager compare la lumière avec les ondes gravitationnelles et les neutrinos. Toute hypothèse TVS doit rester compatible avec les délais extrêmement précis observés entre ces messagers. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Chapitre 18, partie 6. Protocoles expérimentaux, conditions de falsifiabilité et synthèse finale de la propagation lumineuse. La stratégie scientifique impose de tester les effets de propagation en laboratoire et sur des signaux locaux contrôlés avant de discuter les conséquences à longue distance ou cosmologiques. Un protocole local compare deux trajets lumineux pour mesurer les résidus de phase et de temps. C'est la base expérimentale indispensable pour valider un test de Carmen. Sur de plus longues distances, les liens satellites-sol et les fibres optiques permettent de borner Carmen et Dennis en utilisant des horloges atomiques synchronisées. Une application de la TVS-PVSP est falsifiable si le signal et le trajet sont définis et si les corrections ne contredisent pas les observations standards déjà établies. En conclusion, la lumière est un signal traversant un bulk structuré. La TVS-PVSP apporte des corrections résiduelles là où les lois standards atteignent leurs limites opérationnelles de reconstruction. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce 19e chapitre du Grand Traité consacré à l'étude des trous noirs, des horizons et de l'antisaturation du bulk dans le cadre de la TVS-PVSP. La physique dynamique du vide contraignant propose une lecture effective de ces objets extrêmes en s'appuyant sur la saturation du bulk et la reconstructibilité externe. En relativité générale, un trou noir est décrit par sa géométrie. La TVS-PVSP complète cette vision. C'est un régime où la reconstruction externe des processus internes cesse d'être possible. Analysons le paramètre de saturation Chi. Lorsque Chi est très inférieur à l'unité, le bulk est ordinaire.
Mais à l'approche du seuil critique, tout bascule. La disponibilité opératoire FIOP tend alors vers 0. La capacité physique du bulk pour la propagation et la reconstruction devient insuffisante. L'antisaturation marque ainsi la limite de validité de nos variables physiques ordinaires. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Abordons maintenant l'antisaturation. Dans la TVS-PVSP, elle ne signifie pas une force magique, mais la perte d'opérativité des variables ordinaires à l'approche du seuil critique. Les grandeurs comme I ou S cessent d'être des variables fiables. Les infinis mathématiques sont ici les signaux d'une limite de validité effective de notre description. Dès lors, un trou noir est décrit comme une région où la saturation approche de l'unité et où la disponibilité opératoire du bulk s'effondre totalement. Il faut distinguer deux notions. L'horizon relativiste est une surface causale. Aucun signal ne peut franchir cette frontière selon les géodésiques standards. L'horizon TVS, lui, est une limite de reconstructibilité. Il correspond à une région où le bulk ne peut plus transmettre ou reconstruire l'information interne. L'horizon est donc la phase limite du bulk. Nous détaillerons la reconstructibilité externe dans le prochain segment. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons la troisième partie de notre étude. La PVSP définit une observable mesurée, notée OMS, comme une fonction complexe de variables physiques et de signatures de propagation. Dans un trou noir, la condition d'horizon devient critique. La reconstructibilité tend vers 0, non parce que l'objet disparaît, mais parce que les canaux d'information ordinaires se ferment. Le facteur de reconstructibilité du bulk est directement lié à la disponibilité FIOP. Si la disponibilité s'effondre, la capacité à reconstruire l'information externe s'éteint mathématiquement. L'horizon Carmen-Denis est une limite où la propagation et la mémoire accumulée empêchent la reconstruction stable du signal. C'est une barrière purement informationnelle. L'horizon n'est pas une surface matérielle solide. Dans la TVS-PVSP, il est interprété comme une phase limite du bulk, une frontière effective entre régime opératoire et non opératoire. Nous analyserons la gravité effective près de l'horizon dans notre prochain volet. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Abordons la quatrième partie de notre étude. La gravité effective, définie par le gradient du champ U, peut varier fortement près d'un horizon, atteignant des valeurs extrêmes. Cependant, la TVS-PVSP reste prudente. Les gradients deviennent extrêmes, mais ne deviennent pas réellement infinis. La linéarisation du champ y n'est plus applicable dans ce régime. L'équation du champ en régime extrême inclut un potentiel non linéaire. Près d'un trou noir, s'il devient grand, le terme cubique en I ne peut plus être négligé. Contrairement à la relativité générale idéale, la TVS-PVSP refuse les singularités physiques directes. Une divergence signale une perte de validité des variables, non une réalité infinie. Cette position permet une approche régularisée des régimes extrêmes, rendant la TVS-PVSP compatible avec une physique sans infini réel. Nous explorerons la densité effective et le temps près de l'horizon dans le prochain volet. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Abordons la cinquième partie de notre étude. Près de l'horizon d'un trou noir, la densité effective opératoire, liée à la masse et au volume disponible, peut mathématiquement diverger. Mais cette divergence ne doit pas être interprétée comme une densité physique infinie. Elle indique que le concept même de volume opératoire devient mal conditionné et inutilisable. Concernant le temps, la TVS-PVSP reformule le décalage des horloges. Les processus proches du régime critique sont de moins en moins reconstructibles par l'observateur extérieur. Le redshift gravitationnel standard reste ici dominant. La TVS-PVSP y ajoute un résidu éventuel de reconstruction, mais la priorité demeure toujours au modèle relativiste standard. Près de l'horizon, si la reconstruction devient non opératoire, le signal lui-même cesse d'être reconstructible, rendant l'analyse des corrections ordinaires purement secondaire. Nous analyserons le comportement de la lumière et l'information près du trou noir dans le prochain segment. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons la sixième partie. Un signal lumineux proche de l'horizon d'un trou noir subit des effets extrêmes, comme la déviation importante de sa trajectoire et l'effet de lentille gravitationnelle. Face à ce phénomène, la TVS-PVSP propose une formulation opératoire prudente. L'information interne devient tout simplement inaccessible aux variables de la reconstruction extérieure. Concernant l'intérieur même du trou noir, le modèle se doit d'être particulièrement mesuré. Si la saturation dépasse l'unité, les variables ordinaires cessent d'être valides pour l'observateur. C'est ce qu'on appelle l'antisaturation intérieure. Elle ne désigne pas un vide physique infini,
mais indique une perte totale d'opérativité des concepts que nous utilisons habituellement. L'horizon est ainsi modélisé abstraitement comme une surface critique. Une version mathématiquement régularisée permet d'éviter toute discontinuité qui serait non physique pour la propagation. Nous détaillerons les processus de régularisation du seuil dans notre tout prochain volet d'études. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité entière. Abordons la 7e partie de notre étude. Pour éviter les divergences mathématiques au seuil de l'horizon, la TVS-PVSP utilise des fonctions de régularisation précises. La disponibilité phi-op est régularisée par une fonction exponentielle dépendant de la proximité du seuil critique chi. Cela permet une transition fluide et physiquement cohérente. De même, la fermeture Karman-Dennis est régularisée pour signaler la limite de validité de la description en s'appuyant sur des hypothèses physiques ou des contraintes observationnelles. Près d'un trou noir, les dérivées secondes du champ effectif deviennent prédominantes. L'invariant IE, reflet de la courbure locale du bulk, peut alors devenir très important. Cet invariant contribue aux corrections de phase ou de fréquence. Toutefois, dans le régime extrême, IE lui-même peut sortir de son domaine de validité et doit être utilisé avec prudence. Nous explorerons la zone extérieure proche de l'horizon dans notre prochain volet d'études. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons la 8e partie de notre étude approfondie. La zone la plus intéressante pour tester la TVS-PVSP n'est pas l'intérieur du trou noir, mais bien l'extérieur immédiat, situé juste au-dessus de l'horizon. Dans cette région spécifique, la saturation chi est légèrement inférieure mais reste très proche de l'unité. C'est précisément ici que des résidus TVS pourraient être formulés sans sortir du domaine opératoire. Les observables astrophysiques liés au trou noir sont extrêmement nombreuses et variées. Décalage spectral, retard temporel, lentilles gravitationnelles ainsi que les trajectoires orbitales proches. Nous y ajoutons également la variabilité d'accrétion, les ondes gravitationnelles et les anneaux lumineux. Chaque correction TVS doit être rigoureusement comparée aux prédictions standards de la relativité. L'ombre du trou noir constitue une observable clé pour notre théorie. La TVS-PVSP la reformule en termes de reconstructibilité faible pour tous les signaux provenant de la région critique environnante. Nous analyserons les ondes gravitationnelles et la relaxation dans notre prochain volet d'études. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité tout entière. Abordons la 9e partie de notre étude. Les fusions de trous noirs produisent des ondes gravitationnelles, que la relativité générale décrit avec un succès remarquable. Dans la TVS-PVSP, toute correction éventuelle ne peut être qu'un résidu, noté HTVS. Ce terme pourrait être relié à la mémoire Denis ou à la propagation dans un bulk contraint. Après une fusion, un trou noir perturbé relaxe selon des modes dits quasi-normaux. Une correction spéculative pourrait y inclure les invariants IE ou XI-CD du bulk. Il est crucial de distinguer la mémoire gravitationnelle standard de la mémoire Denis propre au bulk. Denis ne doit pas être invoqué sans noyau, source et observable définis. L'analyse de ces signaux reste un domaine de falsification future pour notre modèle. Chaque donnée doit être comparée aux prédictions les plus fortes de la relativité. Nous conclurons ce chapitre avec l'effet CP et la topologie effective dans notre prochain segment. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons la 10e partie. L'effet CP intervient ici comme une correction résiduelle de reconstruction fréquentielle. Bien que le redshift standard domine, CP apporte une nuance spectrale subtile. L'horizon peut être vu comme une transition topologique des canaux de propagation. Il marque un changement de connectivité physique, une rupture dans la reconstructibilité du signal. Comparons maintenant nos deux visions. Là où la relativité parle de courbure et d'horizon causal, la TVS propose des notions de gradient du champ I et de limite de reconstructibilité. Dans notre lecture, la singularité devient une perte de validité des variables et l'intérieur un domaine non opératoire. Cette grille de lecture enrichit la compréhension classique sans s'y opposer. La TVS-PVSP doit être présentée comme une lecture effective complémentaire. Elle n'est pas un remplacement immédiat, mais une extension pour les régimes de saturation extrême. Nous conclurons l'analyse de ce chapitre avec les conditions de falsifiabilité dans notre prochain volet. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons la toute dernière partie de notre étude du chapitre 19. Pour être pleinement scientifique, notre lecture des trous noirs doit impérativement être falsifiable par l'expérience et la mesure précise. Une non-détection prolongée des résidus TVS contraindrait directement nos paramètres de saturation.
Nous comparons systématiquement nos résultats aux données actuelles des ondes gravitationnelles. La synthèse formelle nous rappelle que l'horizon est avant tout une limite de reconstructibilité. Ici, la disponibilité s'éteint et la densité effective devient mathématiquement mal conditionnée pour l'observateur. En conclusion, la TVS-PVSP nous offre une interprétation effective en termes de saturation du vide. Elle ne remplace pas la relativité, mais en définit clairement les limites opérationnelles de validité. Ce long voyage aux frontières du vide s'achève ainsi. Nous explorerons très prochainement les applications cosmologiques de la théorie et l'expansion dynamique du bulk dans l'univers entier. Merci de votre attention constante dans cette quête de connaissances fondamentales. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité tout entière et pour l'avenir. Chapitre 20. Application cosmologique prudente de la TVS-PVSP. Physique dynamique du vide contraignant. Ce chapitre examine les implications cosmologiques possibles de la TVS tout en conservant la priorité des modèles standards. Le mot « prudente » est essentiel. La cosmologie moderne repose sur un ensemble cohérent d'observations. La TVS-PVSP propose une lecture effective complémentaire, des corrections résiduelles et des signatures testables. La forme générale reste « l'observation est égale au modèle standard plus un résidu TVS ». La cosmologie standard est résumée par l'expansion, la métrique, le redshift et le contenu énergétique effectif. La TVS-PVSP propose de voir le vide comme un bulk structuré où la propagation peut accumuler une action Kármán. L'histoire de contrainte produit une mémoire Dennis, et les fréquences observées peuvent contenir un résidu CP. La règle est absolue. Toute contribution TVS doit être écrite comme résidu après retrait du modèle standard. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la première partie. Partie 2. Observable cosmologique et résidu de redshift. Étude de l'effet Casilda-Pacheco. Une observable cosmologique peut être un redshift, une distance, une intensité ou un spectre. Toute correction doit être adaptée à chaque mesure. La formulation prudente du redshift observé lie l'expansion standard à un terme résiduel, TVS, conservant la structure classique. Le terme TVS contient les contributions de Kármán, de la mémoire Dennis et du résidu CP, ajoutant une couche hypothétique aux données. L'effet Casilda-Pacheco cosmologique doit être formulé avec prudence. Il prédit une correction de fréquence liée à la structure du vide. Cette correction dépend précisément de la longueur du trajet, de la structure Kármán-Dennis accumulée et de la fréquence du signal. Elle doit également tenir compte de la direction et de l'environnement traversé. Sans ces dépendances, l'effet ne serait pas falsifiable. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la deuxième partie. Partie 3. Distance cosmologique, lentilles gravitationnelles et supernova comme contrainte forte. Les observations cosmologiques ne mesurent pas seulement un redshift. Elles mesurent aussi des flux et des luminosités. La distance luminosité standard est notée DL, STD, mais une correction TVS pourrait affecter l'amplitude. La prudence impose de comparer toute correction aux effets des poussières, de l'absorption et de l'évolution des sources. Une correction d'amplitude doit rester cohérente avec le spectre et la durée. Les lentilles gravitationnelles sont déjà très bien décrites par la relativité générale. Pour la TVS-PVSP, toute correction doit donc se manifester comme un résidu statistique ou directionnel. Les supernovae de type IA sont des chandelles standardisées. Elles imposent des contraintes fortes car elles combinent redshift spectral, luminosité, couleur et largeur de courbe de lumière. Une correction TVS doit respecter simultanément le redshift observé, la distance de luminosité et l'étirement temporel. La forme prudente reste l'addition d'un résidu à la valeur standard. C'est un point critique. Si une correction améliore le redshift, mais dégrade la luminosité ou l'étirement temporel, elle doit être impérativement rejetée. La cohérence est notre garde-fou. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la troisième partie. Partie 4. Dilatation temporelle, fond diffus cosmologique et émergence des grandes structures. Dans la TVS-PVSP, le temps fondamental reste invariant, mais les processus observés peuvent être modifiés. Toute correction doit respecter la loi en 1 plus Z. Le fond diffus cosmologique est une contrainte majeure. La TVS ne propose pas de modification globale sans un modèle détaillé respectant les pics acoustiques. Toute contribution TVS doit traiter le fond diffus principalement comme une contrainte et non comme un terrain de revendication forte. Les grandes structures résultent de l'évolution gravitationnelle. La TVS suggère que le champ y possède une composante cosmologique de fond.
Si l'on introduit un fond I+B, l'équation du champ doit décrire l'évolution cosmologique du bulk dans une approximation homogène. Toute correction doit rester cohérente avec les observations des galaxies, des amas et du fond diffus. La prudence reste notre règle. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la 4e partie. Partie 5. Énergie noire, matière noire et mémoire lente du bulk cosmologique. Approfondissement théorique. Il est tentant d'identifier le bulk à l'énergie noire ou à la constante cosmologique, mais la formulation prudente impose de ne pas écrire d'équivalence directe sans un modèle complet de densité d'énergie et de pression effective. De même, le champ y pourrait produire des corrections gravitationnelles résiduelles influençant la dynamique des amas. Mais il ne remplace pas la matière noire sans un modèle quantitatif complet expliquant les courbes de rotation. Pour un signal cosmologique, le canal Kármán peut accumuler une action sur de très grandes distances. Cette accumulation doit cependant rester parfaitement compatible avec les observations de fonds diffus et de supernovae. On introduit donc une forme bornée pour éviter une croissance non physique du signal. Cette régularisation permet de traiter les distances extrêmes sans produire de divergence mathématique dans l'analyse du vide. Une mémoire. Denis cosmologique est une idée très spéculative représentant une mémoire lente du bulk à grande échelle. Une telle hypothèse doit respecter l'homogénéité de l'univers et les lois fondamentales de la causalité. Dans ce chapitre, Denis cosmologique reste une perspective théorique, non une affirmation formelle. La TVS explore ici ses limites conceptuelles les plus lointaines pour préparer les tests futurs. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la 5e partie. Partie 6. Horizon cosmologique, instabilité de reconstruction et cohérence multimessager. Analyse approfondie. Un horizon cosmologique peut être interprété, dans la TVS-PVSP, comme une limite de reconstructibilité observationnelle. L'information devient inatteignable pour l'observateur à grande distance. Lorsque ce rayon d'observation tend vers zéro, l'information n'est plus reconstructible. Cette lecture opératoire complète les horizons standards liés à l'expansion et à la causalité. L'idée de mât molar désigne une instabilité de reconstruction longue distance. La fermeture Kármán-Denis ou la perte de cohérence rendent l'information initiale mal conditionnée. Toute correction cosmologique TVS doit respecter l'isotropie approximative de l'univers à grande échelle. Les corrections directionnelles doivent donc rester extrêmement petites. Une correction cosmologique ne peut être ajustée à une seule observable. Elle doit rester cohérente avec la luminosité, le spectre et la croissance des structures. C'est notre règle centrale. Les signaux multimessagers, comparant lumière et ondes gravitationnelles, imposent des contraintes fortes. Toute correction TVS doit être compatible avec les différences de temps d'arrivée observées. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la 6e partie. Partie 7. Test statistique, non-détection cosmologique et hiérarchie des revendications. Un test cosmologique se formule comme la recherche d'un résidu statistique. Cette expression doit être adaptée à chaque observable et dépendre du trajet et de la direction. La TVS-PVSP devient scientifiquement testable si ces dépendances précises sont prédites avant tout ajustement aux données observées. C'est la base de la méthode. Une non-détection est tout aussi importante. Si aucun résidu n'est observé, nous pouvons borner les coefficients et réinjecter ces limites dans les tests locaux. Nous classons les revendications par niveau. Le niveau 1 est une lecture complémentaire prudente. Le niveau 2 introduit les résidus de propagation Kármán et Denis. Le niveau 4 propose une contribution cosmologique du champ U, tandis que le niveau 5, le plus ambitieux, viserait à remplacer le modèle standard. Une théorie complète est alors requise. Le manuscrit actuel reste entre les niveaux 1 à 3. Le niveau 4 est une perspective, et le niveau 5 doit être évité sans un cadre théorique parfaitement achevé. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin de la 7e partie. 8e et dernière partie. Programme de recherche, falsifiabilité et synthèse formelle du chapitre 20. Un programme prudent doit borner Kármán-Denis localement, tester CP en laboratoire et comparer systématiquement les résultats aux supernovas et aux fonds diffus. Ce programme transforme l'intuition cosmologique en une véritable démarche scientifique rigoureuse, soumise à l'épreuve des faits. Une extension est falsifiable si elle définit une observable précise, conserve le modèle standard de référence et accepte la possibilité d'une non-détection. Nos garde-fous sont clairs. Le redshift standard doit être conservé et les corrections TVS doivent impérativement rester résiduelles et cohérentes.
La synthèse formelle réaffirme que toute mesure observée est la somme du modèle standard et d'un résidu lié à la dynamique du vide. Le chapitre suivant développera la comparaison avec la relativité générale pour préciser où la TVS-PVSP se situe dans l'histoire de la physique. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin du chapitre 20. Chapitre 21. Comparaison avec la relativité générale, la théorie des champs et la physique standard. Ce chapitre a une fonction critique. Situer la TVS-PVSP par rapport aux cadres établis de la physique moderne. Une théorie spéculative ne gagne pas en crédibilité en se déclarant simplement différente. Elle doit prouver sa valeur par une comparaison rigoureuse. Elle doit montrer ce qu'elle reprend des théories établies, ce qu'elle reformule, ce qu'elle ajoute et ce qu'elle prédit différemment. La TVS-PVSP est présentée comme une théorie effective candidate visant à reformuler les phénomènes à partir d'un vide structuré. Sa position méthodologique est celle d'une théorie effective spéculative, ne prétendant pas encore être une théorie fondamentale complète. Sa crédibilité dépend de 3 exigences: compatibilité avec les résultats établis, clarté formelle des grandeurs et falsifiabilité des prédictions. Elle ne nie pas la physique standard, mais la retrouve dans les régimes validés, offrant une lecture effective dans des domaines spécifiques. Partie 2. Comparaison avec la gravité newtonienne et analyse de la correction Yukawa. La gravité newtonienne décrit l'attraction entre les masses par une force inversement proportionnelle au carré de la distance. Dans la TVS-PVSP, la gravité n'est plus une force directe, mais un effet de gradient du champ du bulk. Pour retrouver Newton, une relation centrale doit être satisfaite, liant les constantes de la théorie à la constante gravitationnelle G. La solution du champ y contient une correction de type Yukawa, représentée par une décroissance exponentielle. Ce type de correction est fortement contraint expérimentalement et impose des limites strictes à la théorie. La TVS-PVSP doit satisfaire ces contraintes, soit par une portée très grande, soit par une amplitude extrêmement faible dans les domaines testés. La correction Yukawa n'est pas une preuve du modèle, mais constitue d'abord une contrainte majeure de compatibilité. Partie 3. Comparaison conceptuelle avec la relativité générale et correspondance en champ faible. La relativité générale peut être résumée ainsi. La matière-énergie courbe l'espace-temps, dictant le mouvement des corps le long des géodésiques. La TVS-PVSP propose une alternative. La matière influence le champ I du bulk, dont les gradients génèrent la gravité effective. La différence est profonde. Là où Einstein voit une géométrie, la TVS-PVSP voit un effet de champ dynamique du milieu. Pour être admissible, le modèle doit reproduire les succès standards, déviation de la lumière, délai de Shapiro et correction GNSS. Dans les champs faibles, une correspondance s'établit en imposant que le potentiel psi-état de la théorie rejoigne le potentiel newtonien. Cette relation permet de reformuler le décalage gravitationnel de fréquence sans nier les mesures expérimentales établies. La TVS-PVSP se positionne ici comme une théorie effective candidate et non comme un remplacement immédiat et complet. Partie 4. Le principe d'équivalence et la comparaison avec les théories de champs scalaires. Le principe d'équivalence impose que tous les corps chutent de manière universelle dans un champ gravitationnel donné. Dans la TVS-PVSP, l'équation du mouvement inclut un terme de viscosité effective qui pourrait, en théorie, briser cette universalité. Pour rester compatible avec les observations, la viscosité effective doit être extrêmement faible dans les régimes de chute libre déjà vérifiés. La TVS-PVSP rappelle les théories de champs scalaires couplées à la matière, introduisant une dynamique de type Klein-Gordon. Le potentiel minimal de la théorie intègre des termes de masse et d'auto-interaction, structurant la réponse du bulk. Mais la spécificité de la TVS-PVSP est d'interpréter ce champ comme un état du bulk structuré, support de résistance et de mémoire. Ce champ devient ainsi la variable de mesure fondamentale, enrichissant le modèle tout en multipliant les contraintes à respecter. Partie 5. Théorie des champs, modèle d'éther et perspective cosmologique. La TVS-PVSP partage une intuition avec la théorie quantique des champs. Le vide n'est pas un néant, mais un milieu possédant des états fondamentaux et des effets observables. Cependant, elle s'en distingue fortement en traitant le vide comme un milieu structuré opératoire par le bulk, sans encore chercher à remplacer le formalisme quantique. Le modèle évite le piège de l'éther classique. Il ne définit pas de référentiel absolu et respecte rigoureusement la relativité dans ses limites testées. Un champ état pourrait produire des corrections gravitationnelles capables d'expliquer les courbes de rotation des galaxies sans invoquer de matière noire invisible. De même, le potentiel de la théorie pourrait contribuer à une densité effective du vide, offrant une perspective nouvelle sur la nature de l'énergie noire.
En cosmologie, la TVS-PVSP se positionne comme une extension contrainte, intégrant des effets comme Carmen à longue distance ou le fond état résiduel. Partie 6. Physique des plasmas, commande K et théorie des milieux effectifs. La physique des plasmas possède déjà des cadres solides. La TVS-PVSP ne les remplace pas, mais propose une couche de contrôle supplémentaire. Elle introduit la commande K visant à améliorer la prédiction ou la stabilisation des plasmas par rapport au modèle standard. Une réussite de la commande K montrerait l'intérêt d'une variable effective de contrainte et de mémoire au sein du système. Le modèle se rapproche des théories de milieux effectifs, où le vide structuré est traité comme un matériau possédant ses propres coefficients. On y retrouve des outils familiers, relaxation, mémoire de trajectoire et seuil de réponse, appliqués ici au vide lui-même. Cela plaide pour présenter la TVS-PVSP comme une théorie effective de milieu, plutôt que comme une théorie fondamentale achevée. C'est cette approche opératoire qui permet d'envisager des applications technologiques concrètes au cœur du bulk. Partie 7. Thermodynamique, théorie à mémoire, propagation et topologie physique. La TVS-PVSP introduit des notions de résistance et de dissipation, rapprochant le champ état des systèmes dissipatifs et hors équilibre. L'effet Dennis introduit une mémoire de trajectoire, où la réponse du bulk dépend de l'accumulation passée des contraintes. Le canal Carmen traite la propagation comme une intégrale de trajet où le signal porte la signature indélébile de son parcours physique. Le langage des Brane et du bulk sert ici d'analogie structurante sans toutefois revendiquer une identité formelle avec la théorie des cordes standard. Certaines transitions de régime sont représentées comme des changements de connectivité opératoire ou de reconstructibilité du milieu. Cette architecture de grandeur doit être rigoureusement définie pour transformer le manuscrit en un programme de recherche testable. Partie 8. Synthèse conceptuelle du modèle, analyse des risques théoriques et force de la TVS-PVSP. La théorie ne rejette pas le socle établi. Elle reprend la gravité newtonienne en limite faible, la relativité restreinte et le principe de causalité. Elle reformule toutefois des concepts clés. La gravité devient un gradient de champ et le temps mesuré est vu comme la reconstruction de processus modulables. L'apport majeur réside dans l'ajout du champ du bulk, du CHU, de la mémoire Dennis et des résidus de propagation Carmen. Le modèle assume ses risques, un nombre important de variables libres et la nécessité de produire des prédictions quantitatives distinctes. Ses forces résidant dans une séparation claire des grandeurs physiques et une approche de la mesure par le prisme PVSP. Cette clarté formelle est le préalable indispensable à la rigueur des futurs chapitres expérimentaux. Partie 9. Synthèse finale, comparaison expérimentale et conclusion du chapitre 21. Le tableau comparatif synthétique montre que pour chaque domaine, de la gravité au plasma, la TVS-PVSP offre une lecture complémentaire ou une extension contrainte. La règle de comparaison expérimentale est stricte, toute observation doit être décomposée entre le terme standard et le résidu spécifique de la théorie. Pour devenir une théorie fondamentale, la TVS-PVSP devra encore développer une formulation covariante complète et une action couplée à la matière. La rigueur scientifique impose des garde-fous. Le modèle doit retrouver les limites standards et assumer ses propres faiblesses. Cette synthèse formelle clarifie les forces du modèle et définit le programme de recherche pour les protocoles expérimentaux à venir. Comme le dit la maxime, c'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Fin du chapitre 21. Bienvenue dans ce nouveau volet du Grand Traité. Nous ouvrons aujourd'hui le dossier du chapitre 22, un pilier fondamental de notre étude consacré aux prédictions, aux protocoles expérimentaux et aux critères de falsifiabilité. Ce chapitre joue un rôle décisif. Il transforme l'ensemble du modèle théorique en un programme de recherche rigoureux et testable. Une théorie scientifique ne peut pas seulement proposer une nouvelle interprétation du monde. Elle doit impérativement indiquer ce qu'elle prédit. Comment le mesurer et surtout, quelle observation pourrait invalider l'hypothèse? La falsifiabilité est le cœur de notre démarche scientifique. La règle générale que nous suivrons est la suivante. Chaque observation est la somme du modèle standard et d'un résidu spécifique à la TVS. Pour être considérée comme falsifiable, une hypothèse doit définir une observable précise, un modèle de référence et une correction calculable avant toute mesure. Cette démarche sépare la véritable science de l'ajustement a posteriori. Nous visons le niveau de prédiction le plus élevé. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous poursuivons notre exploration du programme expérimental. Ce second segment se concentre sur les premières épreuves de compatibilité, la récupération de Newton et la correction de Yukawa.
La première prédiction n'est pas une anomalie, mais une condition de survie pour le modèle, la récupération de la limite de Newton dans le domaine de la gravité faible. Pour retrouver Newton, une condition mathématique stricte doit être satisfaite. Si cette limite n'est pas atteinte, le modèle échoue dès ses fondations. La seconde prédiction introduit une correction de type Yukawa. C'est une modification subtile mais fondamentale de la loi de l'inverse du carré. Cette correction doit rester extrêmement faible pour être compatible avec les tests gravitationnels existants. Elle définit les bornes de notre domaine testable. Le protocole consiste à calculer cette correction à l'échelle R, à la comparer aux données et à rejeter les valeurs incompatibles. La TVS est ici jugée sur sa précision. Cette prédiction est éminemment falsifiable car elle modifie une loi universelle très bien testée. C'est le prix de l'intégrité scientifique. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous abordons maintenant une prédiction cruciale de la TVS-PVSP. La distinction entre l'accélération locale et la structure profonde du bulk. Nous cherchons un point spécifique où la gravité effective, GEF, est nulle par compensation symétrique des masses environnantes. L'accélération y est absente. Pourtant, dans ce calme apparent, un invariant structurel persiste, l'invariant IE. Il représente la structure de second ordre du vide, invisible pour Newton. Pour tester cette prédiction, le protocole exige de placer une horloge ou un interféromètre ultra précis exactement au point de compensation central. Nous mesurons alors une fréquence ou une phase. La TVS prédit que le résidu mesuré sera directement proportionnel à cet invariant IE. Ce test est capital car il prouve que le bulk possède une architecture propre, indépendante du champ d'accélération classique. C'est une fenêtre sur l'invisible. Une non-détection bornerait nos coefficients. Chaque résultat, positif ou négatif, fortifie la rigueur de notre programme expérimental. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous entamons une phase cruciale de notre programme, l'étude de la mémoire et de la propagation, deux piliers de la dynamique du bulk. La prédiction 4, la mémoire Dennis, postule que le bulk garde une trace de son histoire. Deux systèmes identiques peuvent répondre différemment selon leur passé. Cette dépendance à l'histoire est modélisée par un noyau de mémoire. Le résidu observé dépend de l'intégrale du temps, une signature du sablier bouché. La prédiction 5, la propagation Kármán, prédit une dépendance au trajet. Le signal porte l'empreinte indélébile de son parcours physique à travers la viscosité du vide. L'observable de propagation contient des informations sur la phase et le retard. Pour deux trajets distincts, un résidu différentiel doit apparaître. Le protocole exige de générer deux signaux identiques et de mesurer leur décalage après parcours. C'est ici que la TVS se confronte à la réalité du terrain. Contrôler les effets de température et de vibration est le défi majeur de ces tests. La rigueur expérimentale est notre seul garde-fou. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous franchissons une nouvelle étape dans la hiérarchie des tests. Ce 5e volet explore la fermeture Kármán-Dennis et les corrections fréquentielles résiduelles. La prédiction 6, la fermeture Kármán-Dennis, postule que la propagation et la mémoire ne sont pas simplement additives, elles interagissent par un terme croisé fondamental. Ce terme croisé, C gamma DE, représente l'influence mutuelle du trajet et de l'histoire. C'est la signature d'un bulk dynamique et cohérent. Pour tester cette interaction, le protocole impose de modifier indépendamment le trajet et la mémoire. Si le terme croisé n'abreuve pas la prédiction, il doit être borné ou supprimé. La prédiction 7 introduit le CP fréquentiel, une correction résiduelle de fréquence qui dépend de la fermeture Kármán-Dennis et de la viscosité locale mu. Cette correction n'est pas un simple ajustement après mesure. Elle doit être définie avant l'expérience pour atteindre le niveau scientifique le plus élevé, la prédiction pure. Le CP est falsifié si aucun résidu compatible n'est observé à la sensibilité attendue. La TVS-PVSP se soumet ici à l'épreuve de vérité la plus stricte. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous élargissons notre champ d'investigation. Ce 6e volet s'intéresse à la diversité des capteurs, des horloges atomiques aux signaux satellitaires et au plasma. La prédiction 8 stipule que si la modulation TVS dépend du type de processus, deux horloges de technologies différentes peuvent répondre de manière divergente. Avec la prédiction 9, nous analysons les résidus GNSS. Un effet TVS n'est admissible que s'il persiste après toutes les corrections relativistes et atmosphériques connues. La prédiction 10 nous plonge dans les plasmas.
La TVS propose d'enrichir le contrôle par la commande K, pilotant le rapport entre le champ I et le potentiel appliqué. L'objectif n'est pas de prouver l'existence du bulk, mais de démontrer qu'une commande enrichie améliore la stabilité du système par rapport au modèle standard. Chaque amélioration reproductible et liée aux variables du modèle constitue une validation de la théorie. La TVS devient ainsi une science de l'ingénierie. Aucun résidu ne doit être déclaré TVS sans un modèle standard complet. La rigueur est notre unique rempart contre l'interprétation libre. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous abordons les frontières ultimes du modèle. Ce 7e volet explore les régimes de saturation et les horizons de reconstructibilité du bulk. La prédiction 11 s'intéresse au seuil de saturation. Lorsque le champ y approche d'une valeur critique, le comportement du vide change radicalement. L'antisaturation n'est pas une simple clause verbale. Elle doit produire une signature opératoire testable définissant la réponse du système à l'approche de la limite. La prédiction 12 introduit les horizons de reconstructibilité. Au-delà d'un seuil critique de viscosité ou de fermeture, l'information elle-même devient inaccessible. La reconstructibilité R diminue selon la fermeture Carmen-Dennis. Ce phénomène se traduit par une perte de cohérence ou l'impossibilité de reconstruire le signal original. Il est impératif de distinguer ces horizons TVS des simples limitations instrumentales. C'est ici que la métrologie de précision rencontre la physique fondamentale. Un seuil est testable si l'observable change de manière prédite à l'approche de la transition. La non-détection borne alors nos paramètres critiques. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Nous concluons notre étude du programme expérimental par une synthèse de la hiérarchie des tests et des critères de validation de la TVS. Les tests sont classés par niveau, de la compatibilité obligatoire avec Newton jusqu'aux applications les plus spéculatives en astrophysique et cosmologie. Une détection exige une significativité statistique robuste et une absence de corrélation instrumentale. La science du bulk est une science de la précision. Le modèle doit être rejeté s'il viole les corrections relativistes validées ou s'il ajuste tout sans rien prédire. C'est notre garantie d'intégrité scientifique. Un programme réaliste suit un ordre précis: formaliser les unités, calculer les bornes Yukawa, puis tester Carmen et Dennis en laboratoire. Ce chapitre transforme la TVS-PVSP en une démarche progressive. Les revendications cosmologiques attendront les confirmations locales. Nous avons posé les critères de vérité. Le voyage se poursuivra avec l'analyse des limites et des points à renforcer. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Que la recherche se poursuive. Les chapitres précédents ont établi la TVS-PVSP comme une théorie effective du bulk, structurée autour du champ état et du CHU. Le présent chapitre adopte volontairement une posture critique. Une théorie ne se renforce qu'en identifiant précisément ses limites. L'objectif n'est pas d'affaiblir le modèle, mais de le rendre plus rigoureux en définissant son domaine de validité. Actuellement, la TVS-PVSP est une théorie effective candidate. Elle possède des variables définies et une interprétation physique claire. Elle établit des correspondances avec des régimes connus et propose des protocoles de test rigoureux pour sa future validation. Cependant, elle ne possède pas encore de formulation covariante complète, ni de dérivation depuis une théorie fondamentale unique. Il faut donc la présenter comme une théorie spéculative et falsifiable dont la validation expérimentale reste à venir. La rigueur scientifique impose de distinguer le démontré de l'hypothétique pour la cohérence du manuscrit. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Le premier risque majeur est la surinterprétation. Une même observation peut souvent être expliquée par des erreurs instrumentales ou du bruit environnemental. La TVS-PVSP doit éviter de confondre anomalie et preuve. La formulation correcte exige l'exclusion rigoureuse des causes standards. La richesse du modèle présente un danger. Un trop grand nombre de variables peut rendre la théorie trop flexible et limiter sa capacité de prédiction réelle. Il est donc impératif de maintenir la hiérarchie. État est la variable fondamentale, tandis que le CHU et la viscosité effective sont des réponses dérivées. Une confusion entre les définitions internes et les prédictions testables affaiblirait la rigueur du manuscrit et sa portée scientifique. Il faut toujours distinguer l'équation effective du test expérimental pour que le modèle reste structuré et falsifiable par l'observation. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Une limite majeure demeure: l'absence d'une formulation covariante complète.
La relativité générale est une théorie dont les équations sont indépendantes du choix de coordonnées. La TVS-PVSP utilise pour l'instant une dynamique de type classique. Cette formulation est utile, mais elle n'est pas encore pleinement relativiste ou covariante. Pour renforcer le modèle, il faudrait développer une action covariante de type intégral, incluant le couplage entre la matière et le champ état. La correspondance avec la relativité générale reste partielle. Des phénomènes comme la précession relativiste ou les ondes gravitationnelles doivent encore être traités. Le principe d'équivalence est conservé pour le terme gravitationnel, mais le terme dissipatif de la viscosité effective pourrait introduire des effets dépendants du système. Il faut donc préciser dans quel système la viscosité agit et pourquoi elle reste négligeable pour la chute libre dans les expériences classiques. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. La viscosité effective μF doit voir son statut physique précisé. Est-ce une vraie viscosité mécanique ou un simple coefficient de modulation? Dans le manuscrit, la formulation la plus prudente définit μF comme une réponse dynamique effective du bulk à ne pas confondre avec une viscosité matérielle. Une question essentielle demeure: comment mesurer directement le champ état? À ce stade, il n'est défini qu'indirectement par ses gradients gravitationnels. Pour renforcer la théorie, il faudrait proposer une méthode d'estimation basée sur les écarts entre le champ état et le potentiel newtonien classique. Un danger guette, le nombre important de coefficients libres. Trop de paramètres pourraient rendre le modèle difficile à falsifier expérimentalement. Il faut donc imposer une stratégie de réduction en privilégiant des modèles minimaux et en supprimant les termes inutiles pour la cohérence globale. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. L'effet CP est l'un des plus risqués du modèle. Touchant aux fréquences et à la cosmologie, il doit rester un effet résiduel secondaire pour ne pas contredire les données standards. Les risques majeurs incluent la contradiction du redshift standard ou des observations multilongueurs d'onde. CP doit être très petit ou extrêmement spécifique. L'effet Dennis lié à la mémoire lente du bulk doit impérativement être mesurable. Sans un domaine expérimental défini et une observable résiduelle, la notion reste trop flexible. La structure de Dennis exige de connaître précisément le noyau de mémoire et la constante de temps associée pour que ces prédictions soient scientifiquement valides. De même, l'effet Carmen doit être calculable le long d'un trajet réel. Son application exige la connaissance des champs environnementaux tout au long de la trajectoire du signal. Comment distinguer Carmen des effets de milieu standard? Un protocole à 2 trajets bien contrôlés est nécessaire pour isoler cette signature dynamique du bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Le mu doit impérativement rester une grandeur dérivée. Il doit être calculé à partir de variables déjà définies et non ajustées librement pour expliquer un résidu. L'antisaturation est une perte d'opérativité des variables. Pour être testable, elle doit être associée à une observable comme la perte de reconstructibilité d'un signal. Il faut éviter de confondre l'horizon de la relativité générale avec l'horizon TVS. Ce dernier est une limite de reconstructibilité qui reste à démontrer mathématiquement. Les applications cosmologiques restent exploratoires. La règle est d'ajouter le résidu TVS à l'observation standard, plutôt que de chercher à la remplacer totalement. Le succès des applications plasma ne prouve pas la théorie fondamentale. De plus, chaque correction doit respecter un bilan strict de conservation de l'énergie. Des questions demeurent sur les échanges d'énergie entre la matière et le champ état. Ces points doivent être renforcés pour éviter toute violation de conservation. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. La TVS-PVSP reste principalement classique. Pour devenir fondamentale, elle doit préciser le statut quantique du champ état, ses excitations et sa compatibilité avec la théorie des champs. Plusieurs grandeurs doivent être strictement dimensionnées. Bien que le manuscrit utilise des variables normalisées, une table dimensionnelle complète est essentielle pour la physique. Pour éviter un modèle trop vaste, il est impératif de définir des versions minimales, gravitationnelles, métrologiques ou de propagation avant d'ajouter des termes supplémentaires. Certaines intuitions utilisent des images fortes comme le bulk contraignant. Ces analogies sont utiles pour penser, mais elles ne doivent jamais remplacer les équations mathématiques. Le modèle utilise le langage des brânes et des cordes comme inspiration conceptuelle. Toutefois, un lien formel exigerait une construction mathématique encore incomplète. Enfin, la TVS-PVSP manque encore de données expérimentales propres.
La prochaine étape cruciale est de produire une prédiction falsifiable à faible coût ou une simulation numérique. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Les priorités de renforcement sont claires. Établir une table dimensionnelle complète, valider le modèle gravitationnel minimal et définir le protocole Carmen à 2 trajets. La direction recommandée est de réduire, formaliser, borner et tester. Le programme de consolidation doit transformer ses limites en force théorique. La critique interne n'affaiblit pas le modèle, elle le rend mature. Il est fort lorsqu'il distingue état, le CHU et la viscosité, mais faible s'il les confond. En conclusion, le modèle possède une structure conceptuelle cohérente, mais doit encore franchir plusieurs étapes pour devenir une théorie scientifique pleinement mature. Le chapitre suivant développera la synthèse générale et la reformulation finale pour réunir tous les éléments essentiels dans une vision testable et publiable. La rigueur de cette autocritique prépare le terrain pour la validation expérimentale et la reconnaissance académique de la TVS-PVSP. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Bienvenue dans ce 24e chapitre de notre grand traité, dédié à la synthèse générale et à la reformulation finale du modèle. Nous entrons dans la phase de physique dynamique du vide contraignant, la TVS-PVSP, développée comme théorie effective du vide structuré, ce que nous nommons le bulk. Ce chapitre rassemble ces éléments pour en extraire une vision synthétique et rigoureuse. Notre objectif est double, reformuler la théorie pour plus de clarté et isoler le noyau théorique fondamental pour nos travaux futurs. La thèse centrale est la suivante. Le vide n'est pas une simple absence de matière, mais un contenu physique structuré, le bulk. Cet état local est décrit par un champ scalaire état. La matière modifie ce champ dont les gradients produisent une gravité effective. Les variations génèrent des résistances et mémoires. Nous structurons cela autour de nos 5 piliers fondamentaux, de la gravité à la mesure située. Cette formulation protège le modèle contre les confusions entre gravité, résistance, viscosité et temps. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Poursuivons notre synthèse. La cohérence de notre modèle TVS-PVSP repose sur une séparation fondamentale et rigoureuse des grandeurs physiques. Il est crucial de ne pas confondre l'état du bulk, la résistance d'état, la réponse dynamique, la gravité effective et l'observable reconstruite. Chaque grandeur a un rôle distinct. État représente l'état pur du bulk, tandis que le CHU, noté S, exprime la résistance d'état. Nous définissons mathématiquement S comme étant égal à K fois état. La viscosité effective, μF, est notre réponse dynamique. Elle dépend des variations spatiales et temporelles de cette résistance d'état. Enfin, la gravité effective, GF, est définie comme le gradient négatif du champ ETA. Cette séparation protège le modèle contre les confusions métrologiques initiales. Il nous faut aussi distinguer l'espace, qui est notre cadre géométrique, du vide structuré, qui est le bulk, son contenu physique associé. Le bulk n'est pas un éther classique. Il ne doit introduire aucun référentiel absolu détectable, mais apparaître sous forme de résidus faibles et testables. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entrons maintenant dans le cœur analytique de notre modèle, en examinant le champ fondamental état et la dynamique énergétique du bulk. Le champ état décrit l'état local du bulk. Son évolution est régie par une équation de champ qui relie directement la densité de matière-énergie à l'état du vide. Nous introduisons un potentiel minimal pour stabiliser ce champ. Cette structure mathématique est le socle sur lequel repose toute la cohérence de notre édifice théorique. L'énergie effective associée au champ suit un principe de bilan strict. Toute correction dynamique doit respecter ce flux entre source et dissipation. La gravité effective n'est plus une force mystérieuse, mais le gradient du champ état. Elle exprime comment la structure du vide oriente le mouvement. La chaîne de causalité est désormais claire. La matière source le champ développe des gradients, et ces gradients produisent l'accélération gravitationnelle. Cette vision unifiée permet de traiter la gravité non plus comme une identité isolée, mais comme une réponse structurelle du bulk physique. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 4e partie, nous allons démontrer comment notre modèle TVS-PVSP rejoint les limites classiques de la physique de Newton. Dans un régime stationnaire linéarisé, l'équation de champ se simplifie. Pour une masse ponctuelle, nous obtenons une solution en exponentielle décroissante. Nous définissons une longueur caractéristique, Leta, qui délimite la portée de la structuration du vide autour de la matière. Elle est le pivot de notre correspondance. Pour retrouver la loi de Newton, une condition précise doit être remplie entre nos constantes et la constante gravitationnelle G.
C'est un pilier de notre modèle. Nous définissons alors un potentiel effectif, psi-état. Dans le champ faible, ce potentiel est approximativement égal au potentiel newtonien standard. Cette correspondance permet de reproduire le décalage gravitationnel et assure que la TVS-PVSP reste compatible avec la métrologie gravitationnelle standard. La TVS-PVSP ne remplace pas Newton dans son domaine de validité, elle l'intègre comme une limite émergente de la dynamique du bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Entamons notre 5e segment. Nous allons explorer les grandeurs dérivées qui caractérisent la réponse opératoire du bulk physique. Le CHU, noté S, représente la résistance d'état du bulk. S'il est corrélé à la gravité par état, il ne doit jamais être confondu avec elle. C'est une grandeur de résistance, non une force directe. La viscosité effective est une réponse dynamique. Elle exprime comment les variations de la résistance d'état modulent certains processus, sans toutefois violer le principe d'équivalence. La TVS-PVSP conserve un temps fondamental invariant. Ce ne sont pas les secondes qui changent ontologiquement, mais les processus physiques servant à les mesurer qui sont modulés. La mesure est traitée comme une reconstruction située. Elle dépend du signal, de l'instrument et de l'état local du bulk. La PVSP précise que toute réalité mesurée est médiée. Cette approche permet d'interpréter le temps et la mesure non plus comme des absolus, mais comme des observables dépendant des conditions physiques du bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Passons maintenant à l'étude des signatures résiduelles les plus sophistiquées de notre modèle. L'invariance structurelle et les effets de mémoire et de propagation. L'invariance structurelle IE mesure une structure de second ordre du champ. Il permet de chercher des résidus liés au bulk dans des géométries où la gravité locale est compensée. L'effet Dennis représente la mémoire effective du bulk. C'est une accumulation lente de contraintes qui dépend de l'histoire du système, introduisant des phénomènes de relaxation et d'hystérésis. L'effet Carmen modélise l'action du vide le long d'un trajet défini. Il contribue au retard, à la phase et à la dispersion du signal, marquant son trajet physique d'une empreinte indélébile. La fermeture Carmen-Dennis réunit la propagation et la mémoire en une variable unique. Elle permet de compenser les dérives de fréquence sur des données indépendantes et rigoureuses. Pour valider ces effets, nous privilégions les tests différentiels. Comparer 2 horloges, 2 trajets ou 2 histoires différentes pour isoler le résidu du bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Poursuivons notre synthèse avec la 7e partie. Nous allons aborder les signatures dérivées et les limites de reconstructibilité du modèle. Le mu est une signature dynamique reconstructible, résumant gradient, mémoire et trajet. Ce n'est pas une variable fondamentale, mais une grandeur strictement dérivée. L'effet Casilda-Pacheco, ou CP, est reformulé comme une correction résiduelle de fréquence. Il s'ajoute prudemment au redshift standard sans le remplacer. Nous définissons ensuite un paramètre de saturation. Lorsque l'état local approche un seuil critique, la disponibilité opératoire du vide commence à diminuer. Cette anti-saturation correspond à une perte d'opérativité des variables ordinaires. Cela ne signifie pas l'apparition d'une antigravité, mais l'atteinte d'une limite théorique. Un horizon TVS est donc une limite de reconstructibilité. C'est la frontière opératoire au-delà de laquelle l'observateur extérieur ne peut plus reconstruire le signal. Ces concepts sont essentiels car ils fixent les bornes de notre modèle, délimitant avec prudence notre capacité à observer les régimes extrêmes du bulk. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Dans cette 8e partie, nous explorons comment la TVS-PVSP se traduit en application concrète de la métrologie de précision au contrôle des plasmas. Les applications métrologiques se concentrent sur la détection de résidus dans les horloges, les fréquences et les signaux GNSS en utilisant des géométries compensées. Pour les plasmas, nous introduisons une variable de contrainte globale qui synthétise l'état local du bulk pour piloter le système avec précision. La commande K est notre outil de verrouillage. Elle permet de synchroniser les phases du système en fonction de la réponse dynamique du vide local. En cosmologie, la TVS-PVSP propose des corrections de phase et de fréquence pour les signaux lointains, s'ajoutant au modèle standard comme des résidus testables. Ces applications ne sont pas des preuves automatiques du bulk, mais une couche de contrôle permettant de tester la falsifiabilité de notre théorie en régime réel. Nous adoptons une philosophie de prudence constructive, où chaque application devient un laboratoire pour affiner nos constantes fondamentales. C'est un petit pas pour Dennis, mais un grand pas pour l'humanité. Abordons maintenant la structure formelle de notre synthèse. Nous allons définir comment le modèle doit être présenté et hiérarchisé pour la communauté scientifique. Toute prédiction expérimentale doit suivre une règle stricte.
l'observable mesuré est la somme de la prédiction standard et de notre résidu spécifique, le résidu TVS. Le modèle n'est confirmable que si le résidu est défini avant la mesure, calculable, reproductible et distincte des erreurs standards. Une rigueur absolue est ici exigée. Pour une publication courte, nous isolons une formulation minimale. 8 points piliers qui constituent le noyau scientifique dur et immédiatement testable de notre théorie. À l'opposé, la version étendue correspond au manuscrit complet. C'est notre programme de recherche, riche et complexe, ouvrant vers les horizons et la cosmologie. Nous structurons enfin l'ensemble selon une hiérarchie en 6 niveaux, du fondamental effectif aux applications finales. Cette échelle guide désormais toute lecture de nos travaux. Cette clarté structurelle est le gage de la robustesse de la TVS-PVSP, permettant de distinguer le noyau scientifique du programme de recherche étendu. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Abordons la 10e partie de notre synthèse. Nous allons résumer les outils mathématiques et les balises expérimentales qui assurent la rigueur de la TVS-PVSP. Le résumé des équations essentielles fixe le cadre, de l'équation de champ au potentiel effectif en passant par la définition du CHU. C'est l'ossature mathématique de notre bulk. Nos prédictions prioritaires sont claires. Nous visons la récupération de Newton, la mise en évidence du résidu structurel IE et la signature de la mémoire Denis par des histoires différentes. La métrologie résiduelle et les tests de la commande K plasma complètent ce dispositif. Chaque test est une opportunité de borner nos constantes fondamentales. La prudence reste notre règle. Le modèle n'est pas encore validé, ne remplace pas la relativité générale et doit toujours respecter les principes de causalité et d'équivalence. Cette structure de contrôle garantit que la TVS-PVSP progresse de manière académique sans s'écarter des limites standards de la physique connue. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Approchons du terme de notre synthèse. Dans cette 11e partie, nous allons fixer les formulations finales et dresser le bilan de notre édifice théorique. Notre formulation courte définit la TVS-PVSP comme une théorie effective du vide structuré où un champ scalaire est à décrire l'état local du bulk physique. Techniquement, le modèle repose sur une chaîne rigoureuse, de la matière source au champ, du gradient à la gravité et de la résistance à la mesure située. Le modèle apporte une distinction claire entre vide et espace, reformule la gravité comme un gradient et interprète enfin le temps mesuré par les processus physiques. Soyons lucides, le modèle ne démontre pas encore l'équivalence complète avec la relativité générale ni la compatibilité quantique totale. Ce sont nos défis futurs. Ces limites sont autant d'objectifs de recherche qui structurent notre programme de consolidation pour les années à venir. Nous traçons ainsi la trajectoire de recherche future pour la physique dynamique du vide contraignant vers de nouveaux horizons. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous abordons aujourd'hui la conclusion générale du manuscrit. Ce travail a présenté une reformulation théorique majeure, la physique dynamique du vide contraignant. L'objectif n'est pas de remplacer immédiatement les cadres établis, mais de construire une théorie effective autour d'une idée centrale. Le vide est un contenu physique actif. Ce contenu, appelé bulk, influence par son état local la gravité, les processus physiques, la propagation des signaux et la reconstruction des mesures. Une distinction fondamentale s'impose. L'espace est le cadre géométrique, tandis que le vide structuré est le contenu physique associé à ce cadre. Dans la TVS-PVSP, l'état de ce bulk est décrit par un champ scalaire effectif noté état. C'est le cœur de notre modèle. Le vide est un milieu porteur de contraintes. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Le modèle repose sur une équation effective du champ état. Elle exprime une idée capitale. La matière-énergie est la source qui modifie l'état du bulk. Cette équation fonde l'unité de notre modèle théorique. Cette équation permet de poser une dynamique interne, un potentiel stabilisant et une propagation effective du champ à travers le milieu. Elle définit la structure profonde du vide actif. La gravité effective est définie par le gradient du champ état. Elle n'est plus identifiée à la résistance du vide, mais à sa variation spatiale, changeant radicalement notre perception de l'attraction. Pour une source ponctuelle, nous retrouvons la loi de Newton sous certaines limites. Cette condition est l'une des contraintes les plus importantes pour assurer la cohérence avec la physique standard. Nous avons désormais une base mathématique solide pour la gravité effective. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Rendez-vous dans le prochain segment.
Le manuscrit a établi une séparation fondamentale. L'état du bulk, sa résistance, sa réponse dynamique et l'observable reconstruite sont des grandeurs distinctes. Cette cohérence interne est la règle d'or de la TVS-PVSP. Le CHU, noté S, exprime la résistance d'état du bulk. Il dépend directement de état, mais ne doit pas être confondu avec la force gravitationnelle. C'est une grandeur d'état local cruciale. La viscosité effective, μF, est une réponse dynamique aux variations du bulk. Elle décrit des phénomènes transitoires ou dissipatifs sans être une viscosité matérielle ordinaire. La TVS-PVSP conserve un temps fondamental invariant. Le ralentissement observé n'est pas une dilatation de l'espace-temps, mais une modulation des processus physiques utilisés comme horloge dans le bulk local. Nous avons redéfini la mesure et le temps. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Retrouvez-nous pour la suite de cette synthèse monumentale. La PVSP formalise la mesure comme une reconstruction située. Tout observable dépend du signal, de l'instrument, du protocole et surtout de l'état local du bulk. La mesure n'est pas subjective, elle est médiée par le milieu. Nous introduisons l'invariance structurelle IE, mesure du second ordre du champ. Il ouvre une voie de test capital. Il peut exister des régions où la gravité est nulle, mais où la structure du bulk reste active. L'effet Denis représente la mémoire lente du bulk. C'est un processus d'accumulation et de relaxation qui rend l'état présent dépendant de toute son histoire passée. C'est la signature temporelle du vide. Définie par un noyau et une source, cette mémoire doit être causale. Elle permet de comparer des histoires différentes pour un même système physique, un pilier de notre architecture théorique. La mémoire et la mesure sont désormais liées au bulk. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. À très bientôt pour la suite. L'effet Carmen définit le canal de propagation. Il représente l'action effective du bulk le long d'un trajet défini, contribuant au retard, à la dispersion et à la perte de reconstructibilité du signal. La fermeture Carmen-Denis réunit propagation et mémoire. Cette notion est capitale car elle rend le modèle testable. La compensation doit réduire un résidu sur des données indépendantes. C'est le verrou de notre théorie. L'effet Casilda-Pacheco ou CP est une correction résiduelle de reconstruction fréquentielle. Il n'est pas une inversion directe du redshift, mais un résidu testable, signé et borné de la TVS. En cosmologie, le signal porte l'empreinte de la viscosité du bulk. La fermeture Carmen-Denis permet de corriger l'observable pour retrouver la fréquence standard de l'objet. Un outil de précision monumentale. La propagation et la mémoire forment désormais un tout cohérent. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de nous suivre dans cette exploration. Nous abordons maintenant les régimes extrêmes. Le paramètre de saturation chi définit le rapport entre l'état local et un seuil critique. L'antisaturation marque la perte de validité des variables ordinaires, un seuil où la physique connue doit être reformulée. Les horizons sont reformulés comme des limites de reconstructibilité physique. Lorsque le bulk approche de la saturation, l'information ne peut plus être reconstruite par l'observateur extérieur. L'horizon devient une limite de disponibilité du signal. Pour les plasmas, la TVS propose une variable de contrainte globale. La commande K permet d'améliorer la stabilité du système en pilotant le rapport entre énergie et viscosité locale du vide, agissant comme une couche de contrôle dynamique monumentale. En cosmologie, nous restons prudents. Si la TVS propose des corrections liées à la distance ou au fond de bulk, elle ne remplace pas le modèle standard. Les supernovae et le fond diffus cosmologique demeurent des garde-fous fondamentaux. Notre architecture théorique s'étend désormais aux frontières du connu. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Rejoignez-nous pour l'épilogue de cette conclusion. L'apport majeur de ce manuscrit est d'avoir transformé un ensemble d'intuitions en une architecture théorique structurée. Le vide passif laisse place au champ état, à la résistance CHU et à la mémoire Denis. Une vision unifiée du bulk. Nous assumons les limites du modèle. La TVS reste une théorie effective à valider. Nos garde-fous sont clairs. Ne jamais rejeter la physique standard sans équivalence et traiter chaque effet comme une correction résiduelle testable. Le programme est tracé. Construire une table dimensionnelle, borner localement l'effet CP et analyser les résidus GNSS. Nous passons d'une hypothèse ambitieuse à un projet scientifique rigoureux et falsifiable. En résumé, le vide est un milieu physique structuré,
dont l'état influence la gravité, les signaux et les mesures. La TVS-PVSP offre désormais un cadre cohérent pour explorer ces nouvelles frontières de la physique. Ce travail n'est qu'un début. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure monumentale. Bienvenue dans cette conclusion opérationnelle. Le chapitre 26 ferme l'ensemble du manuscrit TVS-PVSP en organisant les résultats acquis. Cette clôture ne développe pas de nouveaux concepts, mais structure la théorie en 3 niveaux hiérarchisés pour une présentation académique claire. Le premier niveau est le noyau publiable. Il s'agit du cœur formel et compact de la physique dynamique du vide contraignant. Le second niveau regroupe les extensions théoriques, apportant une profondeur supplémentaire au fondement de la théorie. Enfin, le troisième niveau comprend les annexes et les programmes de recherche futurs pour l'exploration expérimentale. Le statut de ce manuscrit est précis. Il doit être présenté comme un préprint théorique de travail, proposant une théorie effective spéculative. Il définit le vide comme un bulk dynamique contraignant, structuré et surtout falsifiable, garantissant sa rigueur scientifique. Attention, ce document n'est pas encore une preuve expérimentale ni un remplacement complet de la relativité générale, mais une proposition métrologique. La prochaine étape est l'harmonisation finale du manuscrit. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le noyau publiable minimal. Il se doit d'être compact pour une première diffusion académique. Ce noyau repose sur 3 piliers. Le vide considéré comme un bulk physique, l'introduction du champ état et son équation de champ fondamentale. Il intègre la gravité effective et la récupération de Newton, tout en distinguant clairement le champ de sa lecture et de sa réponse effective. Le noyau se complète par la mesure PVSP, l'invariant structurel IE et la forme expérimentale des résidus mesurés. Le noyau mathématique minimal exprime la dynamique du champ par une équation de propagation couplée à la densité de matière. La gravité effective dérive directement du gradient du champ, définissant un potentiel effectif proportionnel à sa valeur locale. Enfin, la cohérence est assurée par la limite newtonienne, reliant les constantes de la TVS à la constante de gravitation universelle G. Ce noyau peut être publié sans introduire immédiatement toute la complexité des effets Denis ou Carmen. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous abordons maintenant les extensions de niveau 1 qui enrichissent le noyau de la TVS par une dynamique de mesure précise. Le premier ajout majeur est la viscosité effective, notée μF. Elle traduit la résistance du bulk face aux variations temporelles et spatiales du champ. Une distinction cruciale est faite entre le temps invariant, métronome fondamental, et les processus mesurés qui varient selon l'état du vide local. La théorie complète de la mesure PVSP permet de modéliser le comportement des horloges et des instruments de métrologie dans ce bulk dynamique. Les corrections fréquentielles deviennent alors calculables, reliant la fréquence mesurée au gradient de champ et à la viscosité effective. Enfin, les géométries compensées assurent que les mesures restent cohérentes malgré les déformations induites par le vide contraignant. Ces extensions préparent le terrain pour les effets plus complexes de mémoire et de propagation. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. La quatrième étape de notre étude porte sur les extensions de niveau 2, introduisant les concepts fondamentaux de mémoire et de propagation. L'effet Denis représente la mémoire du bulk. C'est une intégrale temporelle où l'état présent dépend de l'histoire passée des contraintes subies. L'effet Carmen, quant à lui, traite de la propagation. Le signal conserve une trace indélébile de son trajet physique à travers la viscosité du vide. La fermeture Carmen-Denis unit ces deux aspects en une variable de fermeture mathématique, expliquant notamment le décalage spectral TVS. Le concept de mu définit la réponse effective globale du bulk, intégrant les gradients, la mémoire et la signature de propagation. L'équation de mu structure ces influences en un module cohérent, essentiel pour comprendre la dynamique profonde du modèle. Ces extensions de niveau 2 forment le pont vers les régimes extrêmes de la cosmologie. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous explorons maintenant les confins de la théorie avec les extensions de niveau 3 et 4, touchant aux limites de notre univers. L'effet Casilda-Pacheco et la saturation du champ état nous mènent vers les régimes de fortes contraintes, là où le bulk change de phase. Ici, nous définissons les horizons de reconstructibilité et une cosmologie prudente, explorant la nature profonde des trous noirs. Le niveau 4 s'ouvre sur le domaine appliqué, utilisant la physique des plasmas pour interagir directement avec le substrat du vide.
La commande K permet de synchroniser le système en agissant sur la variable de contrainte et la mémoire dynamique du bulk local. Ces avancées technologiques ouvrent la voie à des dossiers techniques et des brevets essentiels pour l'ingénierie de la civilisation du bulk. Bien que spéculatifs, ces modules complètent l'architecture hiérarchisée indispensable à la pleine compréhension de la TVS-PVSP. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Nous entamons maintenant la phase cruciale d'organisation finale pour la diffusion académique mondiale de la physique dynamique du vide contraignant. Ce travail demande une rigueur exemplaire. Le manuscrit complet s'articule en 5 parties fondamentales, allant des fondements théoriques du bulk jusqu'aux applications techniques et à la falsifiabilité expérimentale complète, assurant une structure solide. Pour une diffusion rapide dans les revues prestigieuses, l'article court reste concentré sur le noyau état et la gravité effective en évitant volontairement les éléments les plus spéculatifs comme la cosmologie. À l'inverse, l'article long intègre les modules de mémoire et de propagation, permettant une exploration approfondie de la fermeture Carmen-Denis et de la variable de réponse globale mu. Le dossier expérimental regroupe les 5 protocoles de validation, du test de l'invariance structurelle jusqu'au contrôle enrichi des plasmas par la fameuse et indispensable commande K. Une présentation académique rigoureuse assurera la réception critique du travail. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention. Nous explorons maintenant les annexes techniques détaillées, véritables piliers de la rigueur et de la précision de la physique dynamique du vide contraignant. Ce travail méticuleux est le socle de notre démarche. Une distinction nette est faite entre le corps principal, colonne vertébrale de la théorie, et les annexes qui accueillent les développements mathématiques les plus denses et les plus complexes. L'annexe A verrouille les notations et les unités fondamentales de la théorie, tandis que l'annexe B regroupe les équations essentielles, servant de référence rapide pour le chercheur averti. L'annexe C détaille chaque protocole expérimental avec une précision chirurgicale, définissant les observables, les variables de bruit et les critères stricts de rejet scientifique pour chaque test. Enfin, les annexes D et E analysent avec prudence les limites théoriques et proposent des modèles minimaux pour tester la validité de la théorie de manière progressive, rigoureuse et totalement sûre. Cette structure garantit la clarté et la solidité de la TVS-PVSP. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci infiniment de votre attention et de votre soutien. Nous voici arrivés au terme de notre étude opérationnelle du Grand Traité. Cette feuille de route finale trace le chemin pour les prochaines étapes cruciales de la recherche scientifique. La priorité absolue est de verrouiller les notations et d'établir les unités fondamentales. Nous devons également borner localement l'effet Casilda-Pacheco pour préparer sereinement une version covariante préliminaire. L'harmonisation éditoriale du manuscrit et le lancement des premiers tests théoriques sur l'invariance structurelle marquent la transition nécessaire de la spéculation vers la validation expérimentale rigoureuse. La clôture académique nous rappelle que ce modèle est avant tout un programme de recherche ouvert. Il ne prétend pas être la théorie finale, mais une architecture effective, cohérente et falsifiable. La formule finale du manuscrit résume parfaitement l'esprit de tout notre travail. L'observation est la somme du modèle standard et du résidu TVS, protégeant ainsi l'expérience et la cohérence théorique. Le manuscrit se clôt définitivement sur cette orientation claire. Réduire, formaliser, borner et enfin tester. C'est un petit pas pour Denis, mais un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention.